22h04, on est en direct. Et c'est la tribu de... Merci aux téléspectateurs d'être aussi nombreux. Il y a un chat qui est mort là. Le public, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est rien. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Sachez-le, voilà, je vous le dis, je vous aime. Merci d'être là tous les soirs. Franchement, on se régale à vous retrouver. Et c'est fou parce que c'est incroyable. Après maintenant 14 ans d'émission, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. C'est incroyable. Merci à vous. Merci. Merci les chéris. Et j'espère que vous vous amusez en nous regardant, que vous apprenez des choses. Vous le savez, un TPMP, voilà, c'est fait. On revient sur tout ce qui s'est passé en fait. On apprend tout. TPMP, même moi, il y a des trucs que je découvre dans l'émission. Pour vous le dire. Hein, et je suis heureux de vous retrouver tous les soirs. C'est véritablement un bonheur. Les chéris. Ah, oula. Est-ce que... Oui. Je peux parler d'un moment surréaliste que je viens de vivre dans votre loge? Vous savez, moi je dis tout. Donc allez-y, il n'y a aucun problème. Tous les soirs, on va dans la loge de Cyril, on parle avec lui, etc. Là, j'étais seul avec lui. Et à un moment, vous dites, putain, j'ai oublié d'acheter un truc, là. Et je dis quoi, mais un truc au supermarché, du dentifrice, des aubergines. Il me dit, non, j'ai oublié de racheter une pizzeria, faut que j'achète une pizzeria. Et donc, il appelle le mec et tout, il dit, ouais, c'est bon pour le resto. Tu vois. Donc, il se lance dans la pizza. Mais c'est vrai. C'est une scène surréaliste. Non mais j'adore la pizza. Je suis un fou de pizza. Bien sûr. Bah oui. Je suis un fou de pizza. Bah oui. Vous êtes en calzone. Ouais, je suis en calzone. Là, c'est vrai. Et donc c'est vrai, il a assisté à cette scène. Voilà. Merci. Bah je vous inviterai. J'inviterai le public. Ah merci. Avec plaisir. Et sachez-le. Quand je dis que je vous invite, ça veut dire que le tiramisu est pour moi. Bien entendu, c'est pour moi les chéris, hein, avec la formule à 6,50. Hein, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà, quitte à ce que je perde un petit peu d'argent, ça me fera toujours plaisir si c'est pour vous. Les chéris, lundi dans l'émission, on a parlé de l'interview qu'a donnée Géraldine Maillet sur Énergie Belgique. Elle avait clashé le paddle, ça c'est une chose. Alors je vous ai attendu ce matin. Mais je vous ai attendu moi aussi, en bas de chez moi, avec un bandeau en éponge et... c'est ça, oui. Foutez-vous de ma gueule. Ah, vous viendrez la semaine prochaine. Ah ben j'adorerais, mais je l'ai dit. La semaine prochaine, vous serez là. Eh bien, figurez-vous que Géraldine Maillet n'a pas que critiqué le paddle. Oh là là. Eh oui, les chéris. C'est également confié sur les personnes qu'elle apprécie, à l'inverse, celles qu'elle apprécie moins. Je vous laisse regarder. Non. Je vous laisse juger. Aïe. Et je vous laisse prendre des décisions. Je sais qu'il y a des gens qu'elle aime et il y a des gens qu'elle apprécie un petit peu moins dans l'émission. Regardez, et j'ai été étonné. Ça va, Polska? Ça va, merci. Regardez. Qui est le chroniqueur que vous supportez le moins autour de cette table? Qui je supporte le moins Il ou elle n'entendra jamais. Peut-être Polska. Polska, parce qu'il y a un gap vraiment pour le coup générationnel et voilà, elle est sa meilleure amie c'est TikTok et moi voilà donc mais elle est très, comme dirait Cyril, Darka. Voilà, elle a un personnage un peu rigolo et qui est pour le coup très très sympa et les jeunes l'adorent. En fait, elle est très très connue chez les jeunes. Ah oui. Mais voilà, quand je lui parle, j'ai l'impression d'être face à la muraille de Chine. Grave. Et alors, c'est une déclaration d'amour, mais c'est surtout, je vais vous dire, je pense qu'il y a eu une chose qui a fait tourner Géraldine Maillet vous concernant. Vous aimez beaucoup, et puis un jour, vous avez fait une confession, vous avez dit que vous n'étiez pas vacciné. Je pense que ça vient de là. Polska, est-ce que vous êtes triste de ce qu'a dit Géraldine Maillet sur vous? Moi qui la voyais comme une seconde mère, Ah oui. Voilà. de haut, Moche. je m'y attendais pas. Ça va vous, sinon tout va bien? Non, pas trop. C'est vrai? Vous n'avez pas l'air en forme, ouais. Qu'est-ce qui se Non, je passe? suis énervée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je reviens de la gare. Oui. Parce que moi, je prends le train, moi. Allez-y, hein, coiffez-vous pendant l'émission. C'est pas gênant. Hein. Non, c'est pas gênant. Et en fait, je suis passée devant les magasins. Et vous savez, il y a les magazines là-bas. Oui. Et ça fait quand même 1 an que je suis dans l'émission. Et il n'y a aucun article sur moi. Ah oui? Non, vraiment. À chaque fois, je passe, il y a même des articles sur Guillaume. On s'en fout de Guillaume. Et moi, non. Pourquoi? On s'en fout. J'exige des articles sur moi. Alors, vous exigez des articles sur vous. Moi, je peux en écrire un très vite. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ce serait quoi le titre? Elle ne parle pas beaucoup, mais elle est encore là. Non, à chaque fois que vous intervenez, c'est très intéressant. Bah oui, Merci, je sais. Merci. Par contre, c'est qu'est-ce que vous... Avant l'émission, dans le couloir, elle m'a dit j'espère que je peux faire confiance à mon gros. Oui, oui. Ouais. Bah là, c'est vrai que là, ça... Si ça descend, ça fera de l'audience. Alors, non.
Non. Vous emmerdez pas avec ça. Hein, parce que si vous, ça descend et tout à l'heure, il y a Fabien Lecoeuf, ça remonte. Là, forcément, là, on passera pas. Hein, on passera pas. Non, vérifiez. Hein. Bah, sinon, je peux mettre des personnes derrière qui vous tiennent comme ça. Avec une poulie. C'est bon. Hein, ça peut le faire, hein, bien entendu. Les chéris, en tout cas, merci d'être là. Je voulais vous dire un petit truc. J'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui. Ah, c'est gentil ça. J'ai pensé bien entendu aux téléspectateurs, j'ai pensé au public et j'ai pensé à vous. Et je me suis dit, j'aimerais un jour leur faire extrêmement plaisir. Et je vais leur demander, qu'est-ce qui leur ferait extrêmement plaisir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire extrêmement plaisir? Voilà, une chose qui vous ferait extrêmement plaisir. Vous me le demandez et je vous dirai si je suis en mesure de le faire ou pas. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous faire plaisir, chacun d'entre vous, et de vous montrer comme je vous aime et comme vous êtes important dans l'émission, dans la vie et bien sûr chez vous. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Gilles Verdez. Sérieusement? Oui, bien sûr. Alors moi, j'aimerais bien vous soumettre un projet de série télé et que vous lisiez. Déjà, ça, ce sera un exploit. Avec plaisir. Et que si jamais ça vous plaisait ou à quelqu'un de votre entourage, vous puissiez éventuellement lui donner une suite. Pas vous directement, vous êtes submergé d'appels, tout ça. Mais le transmettre à quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est une série télé sur quoi? Bah, je peux pas vous le dire comme ça parce qu'elle reste à écrire. Mais une fois que je l'aurai. Non mais voilà, vous soumettre un projet réellement. Vous avez l'idée? Oui, j'ai une idée. Vous n'avez rien écrit? Ça, c'est en gestation, c'est en commencement. Mais une fois que c'est fini, dans quelques semaines, est-ce que je pourrais... Voilà, c'est peut-être trop sérieux, ça vous ennuie. Je veux pas vous ennuyer, moi. En fait, j'aime rien vous demander parce que vous avez tellement de préoccupations que je veux pas en rajouter. Pas déranger. Bah, demandez-moi. Alors, est-ce que je peux vous l'apporter, ce projet, quand il est fait? Avec grand plaisir. Merci, Cyril. Je le dirai. Je le dirai avec vraiment... non, je vous le dis, avec attention. Merci. Et je vous dirai si c'est bien. Ou Ah oui, bien si, sûr. Forcément, Bien sûr. c'est pas un projet qui va tenir la route. Très probablement. En dehors du téléphone de dernière génération d'hier soir, je l'ai toujours pas reçu, mais ça c'est autre chose. L'iPhone. Il y a une émission qui a disparu que je regrette infiniment, c'était Vie ma vie. Ah oui. Ah Voilà. oui, Et bah oui. j'aurais adoré y participer, et donc grâce à vous, est-ce que je pourrais participer un week-end à Vie ma vie de milliardaire, et qu'on parte ensemble dans le sud, à Miami, Saint-Barth, n'importe où. Un week-end seulement. Ah oui. J'ai dit que j'allais être sympa. Forcément, vous viendrez avec moi. Ah bah c'est un grand plaisir. Ah bah, ça Déjà, vous m'avez déjà invité, mais j'ai pas pu. Exactement. Je vous ai Donc là, déjà j'aimerais dit. qu'on le fasse vraiment. Eh ben, très bien, moi je le ferai. Voilà, merci. Donc ce sera... Non. Il a Vous pas allez dit voir, qu'il vous serait allez là. être vite déçus. Je sais, c'est Vous allez voir, sport. vous allez voir, il va être vite déçu. Ouais, si vous ça allez va. voir, hein, vous allez voir. Quand vous voyez ce que je mange, C'est quand pas vous ce que voyez tu ce que je crois. fais toute la journée, Raymond peut vous le dire, c'est pas ce que vous tu croyez. crois. Il va peut-être même t'inviter et lui sera pas là, tu vois. Ouais. Ah, c'est sympa comme concept, c'est sympa. Pour un marché dans l'herbe, tu seras content. Valérie Bellève, est-ce que vous avez quelque chose à me demander? Moi, j'ai rien à vous demander, Cyril, si ce n'est que vous restiez mon ami. pour la Oh, vie. Ça, par contre, c'est non. Non, mais là, vous avez vraiment rien Non, à c'est me vrai, demander. je me contente d'être avec vous. Quel et que- ange. Lisse un jour, lisse toujours. Jaloux un jour, jaloux toujours. Isabelle. Ça commence. Alors moi, vive votre vie de milliardaire aussi. Non, mais alors, Miami, je m'en fous, c'est juste dans votre hôtel particulier qu'on installe un truc de badminton pour faire enfin un match. Alors, Il y a trop d'infos là. Il y a trop d'infos. vous parlez de quoi? Particulier, carrément. Donne l'adresse, ton petit. Mais je n'ai pas, alors, vous sont Pas d'hôtel particulier. C'est une fake news. Alors, vous vous dans- trompez certainement d'animateur. Dans votre modeste demeure, alors. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, allez chez vous et faire un match de badminton y a avec pas vous, de puis que place. vous me lâchiez, que vous me teniez la main jusqu'à l'EHPAD. Je vais faire la deuxième partie. Cyril, ça fait quand même 10 ans qu'elle nous saoule avec son badminton. Bien Une fois que vous avez fait un happening avec elle de badminton, elle a pas Et toi, tu réussi nous à frapper emmerdes qu'une depuis fois. 20 Non mais sans ans, rigoler, les mecs, on n'a pas des raquettes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit, toi, tu nous emmerdes depuis 20 ans avec ta grosse tub. Donc, Les grenades. Alors là, les chéris, elle parlait bien sûr, c'est une mobilette.
Une mobilette, il arrive toujours avec sa grosse moto. Là. C'est insupportable, hein. Franchement, c'est insupportable. Non, mais est-ce qu'on n'a pas des raquettes de badminton avec un volant pour voir un petit peu. Non, franchement, essayez d'en trouver. Voilà, on va voir ce que ça vaut. Bah, s'il vous plaît. Merci, si. Voilà, merci. Thomas Guénolé, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, je voudrais bien un vélo de ville. Offrez-moi un vélo de ville. Vélo de ville. Électrique, ouais, s'il vous plaît. Électrique. Non, pas électrique. L'infâme Un vélo. La bonne Ça va très bien. Et dites à Divisio d'arrêter de couper la parole à tout le monde. Ah non, alors Divisio, Si, c'est important. c'est le patron. Ah, je veux dire, c'est le patron. Je ne suis pas tout seul sur ce coup. Ah non, mais oui, monsieur, je vais vous dire, si moi je le suis pas, c'est que personne n'est sur le coup. Merci. Guillaume. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de travailler avec vous toute ma vie. C'est vrai? Non, je rigole pas. Et je trouve, mais en dehors de TPMP, je trouve qu'on a une vraie connexion, qu'on travaille bien ensemble. Aussi, je trouve. Et que tout ce qu'on fait. Pizzeria Non, entre autres. Je peux faire des ce que vous voulez, des calzones. Et je trouve qu'on travaille bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous envoie un courriel. Vous allez me céder 50% de ce que vous avez. Et ça y est, on est associés là. Je vais étudier ça. Non, mais c'est vrai, j'aimerais vraiment travailler avec vous, même après TPMP. Même aussi, après tout. avec Voilà. plaisir, avec plaisir. Bah, ce sera fait. Merci. Envoyez-moi votre courriel. Ça marche. Géraldine. Alors moi, j'ai pas un degré de, on va dire, de connivence et de complicité avec vous comme Valérie, qui voilà, c'est vraiment votre sœur. Donc moi, j'aimerais que vous m'accordiez. Alors, je sais que vous prenez pas de petit déj, que vous prenez pas de déjeuner, que vous prenez pas de dîner parce que ça vous ennuie. Donc exceptionnellement, un dîner. Voilà. Juste. J'aimerais savoir en tête à tête pour savoir qui vous êtes. Ah ouais. Ah, pas mal. Alors, Géraldine. Pas le Cyril Baba, pas le Cyril entertainer et tout ça. J'aimerais savoir qui est Cyril Hanouna. Derrière le masque du clown. Non, bon, Le connard. Ils font de l'armure. Non, mais pourquoi pas un jour écrire un livre sur vous avec vous. Non, alors franchement, Géraldine, vous allez être bien déçue. Hein. Vous savez ce que je suis, vous le savez ici. Hein. C'est pareil, hein, c'est le même. Hein. Oui, c'est vrai. Ah non, mais ça, je suis sûre. Mais j'aimerais bien, voilà, avoir aussi. Bon, tu veux le Ken, quoi. Non, mais c'est comme ma sœur, Oui, hein, Géraldine. Alors, je peux vous dire vraiment. Et c'est un paddle quand même. Ma sœur, Une initiation au on va se paddle. le faire. Ça, c'est mercredi prochain, sûr. Ok. Vous Moi, un chèque suffira. Chèque en blanc? C'est quoi ça? En blanc? En blanc? Ça veut dire Il y a pas de chiffre. pas de montant. Ah non, un vrai. Chèque en blanc, c'est une expression. Non, ça, On c'est te pas un donne chèque en et tu bois, un choisis chèque le en montant blanc. toi-même. Ah oui, un chèque blanc. D'ailleurs, vous savez, est-ce que vous savez, tiens, petite info, tiens, pour vous qui êtes avec nous à 19h06, vous savez que si demain, je fais un chèque comme ça sur une feuille, Ça vaut. je le signe, Ça vaut, ouais. etc., ça vaut. Vous pouvez le déposer. Ouais. C'est incroyable. Ça Je peux joue, vous, ça. je peux vous faire un Certains chèque l'ont tout de fait avec suite. du papier Combien, allez, toilette, dites-moi même. la somme que vous voudriez. Allez, je vous la fais tout de suite. Je vais À pas nous être tous, trop Non, bonne, que à Polska, c'est elle qui a eu l'idée. euh, Allez-y. Il faut mettre toutes les informations qu'il y a sur un chèque. Allez, 10 000, ça va. Quoi 10 millions 10 000 10 millions Quelle conne 10 000. 10 000, ça va. 10 000 10 millions. Ah oui. Il ne le sentira pas passer, même 10 millions. Non mais oh vous allez la sentir passer par contre. hein. Non mais c'est vrai que je pourrais vous faire un chèque. Mais tout de suite. faites-le. Alors, On je vous pourrais- regarde. alors, comme j'ai dit, je pourrais. Il faut. Je pourrais. C'est marrant parce Est-ce que que vous vous avez avez, déchiré la feuille pour commencer à faire le chèque, elle a dit le montant et vous vous êtes arrêté. Et vous avez un chéquier? Ça vous arrive de faire des chèques, d'écrire Non. et tout? Non. Non, hein? Non. Ils Vous vont n'en avez bientôt pas. disparaître, ça va bientôt disparaître. Non, ça va bientôt disparaître. Mais vous payez comment en fait? Je paye pas. Comme j'achète rien, je paye pas. sourire. Je vous avais raconté l'anecdote avec Johnny Hallyday, à l'époque. où on faisait- Attends, vous parlez de qui? De Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Parce que vous l'appelez Johnny Hallyday. À l'époque, on payait beaucoup en Avec qui? chèques. Avec Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, quand il était en tournée, etc. Avec qui? Johnny Hallyday. Et quand il était en tournée, il allait au restaurant, il invitait ses amis et tout ça, il faisait un chèque. Et il a remarqué un jour que les chèques n'étaient jamais encaissés. Parce que les gens prenaient le chèque et l'encadraient derrière le bar, ils le mettaient sous verre. Et du coup, il était gêné. À un moment, il a arrêté de payer par chèque, il payait en liquide parce qu'il était gêné. Personne n'encaisse les chèques. Que des chèques. Bah, c'est une bonne anecdote. Bravo Jean-Michel. Raymond. Moi, j'en fais que. Non, donc me faire plaisir, ça y est, c'est fait en fait. Toi, tu m'as fait plaisir, ça y est, c'est fait. C'est fait. C'est depuis. Bah, non, Quel est c'est votre pas- plus beau souvenir avec pas moi? C'est pas- Alors, le plus gros souvenir, le truc le plus fort, vraiment c'était fort, c'est une promenade en bateau. On a fait une promenade en bateau ensemble. Ah oui, c'est vrai. Et c'était très très fort. Et dans la minute où je suis monté sur le bateau, j'ai dit ça, prends le temps, parce que ça n'arrivera plus jamais. Non, c'est vrai, c'était un truc très Et très d'ailleurs, fort. c'est plus jamais Et arrivé. c'est plus jamais. Non, le plaisir, c'est bon, t'as donné. Maintenant, peut-être quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre. Non. Mais toi, c'est bon, t'as donné, tu m'as laissé ma chance ici. Ça m'a, Il est mignon. ça m'a changé un peu la vie. Mon ami. Et j'ai pas besoin que tu me fasses plaisir. Tu le fais. C'est quoi votre meilleur bien. moment avec moi? Quand vous avez joué au golf dans mon cul. C'était inoubliable. Inoubliable.
Ce côté-là, il est problématique. Et j'ai un souvenir avec des fruits aussi. Oui, c'est vrai. Avec des prunes. En fait, on avait joué aux cartes. Vous aviez perdu, vous aviez un gage. Et on devait accrocher Non, deux... mais ça Oui, va. ça va, c'est racontable. Oui, On ça devait va. accrocher deux prunes comme si c'était des glaouis. Et Cyril devait les lécher et dire elles sont bonnes tes prunes. Et il y a une vidéo qui existe de ça que je n'ai jamais envoyée à personne. Vous voyez comme je suis loyal, je ne l'ai jamais envoyé à personne. Alors, j'adore les fruits, voilà, et c'est un secret pour personne. Voilà, Des bonnes soirées, en tout cas. 5 fruits et légumes par jour, bien entendu. Vous, quel est votre plus beau souvenir, Ah, mais c'est tous nos fous rires. Nous, on en a fait des fous rires incroyables. Et Ouais, vous tous vos fous rires. tous nos fous Bon, bah, moi, c'est l'ensemble de l'aventure. Ouais. L'ensemble de l'aventure, 14 ans, ça commence à faire beaucoup, donc voilà. C'est vrai, vous n'aviez pas de cheveux à l'époque. Exact. Ça a vraiment poussé depuis. Comme quoi. Hein, vous, Géraldine? Ouais, les fous rires et tout ça, mais moi, j'aime bien aussi quand on n'est pas d'accord. Et que c'est un peu touchy, un peu fort. Elle et me tout ça. kiffe, Ça frotte. Ouais. Et que voilà, on se dispute. Et après, quand vous venez, voilà, on se marre. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'inimitié. J'ai l'impression que vous aimez vous rentrer dedans tous les deux, Comme un non? dîner Non, de mais famille. ça va là. Non, mais vous aimez quand des c'est un peu chiens tendu. et chats. Ouais. Merci. Vous, Isabelle, c'est quoi le plus beau souvenir? Ah, bah, moi, tous les Las Vegas. Ah ouais, Ah ouais. La Laponie, même si à cause de vous, j'ai eu les épaules déhanchées. Non, pas la Laponie, le ski. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, la course de traîneau, j'ai failli mourir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et, Ah puis, oui, c'était le fou rire. et puis les fous rires. Moi, je me souviens d'un dîner. Alors, il faut être franc, on a parlé de cul à ce dîner, mais globalement. Et on a ri. Et ben, 10 ans après, je m'en souviens toujours. Gilles Verdet. Bah, mes plus belles émotions, c'est hors antenne, c'est quand vous avez été là pour des galères perso que j'ai eues, liées à des problèmes, des menaces, etc. Et vous avez toujours été là, et ça, j'oublierai jamais. Ah, ça me fait plaisir, merci. Vous, vous n'en avez pas. Hein. Si, mais ça vient d'arriver, juste. Bien sûr, ça vient d'arriver. Ouais, mais j'en ai un, ouais, mais je peux pas rentrer dans les détails, donc je resterai allusif. À un moment, j'ai eu un problème dans le fonctionnement de l'émission, et vous aviez dit assez tôt, quand j'étais là, si on a un problème, il faut aller vous voir directement. Je vous en ai parlé, j'étais vraiment pas bien, et ça a été réglé dans la journée. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une bonne chose. Merci, mon Thomas. J'espère que tu auras d'autres bons souvenirs. Vous, Polska? Bah, on ne se voit pas beaucoup en dehors de l'émission. Oui, heureusement. C'est le principe du boss, hein. Voilà. J'aimerais qu'on se voit plus. Très bien, merci. Allez, on va se retrouver dans un instant. Je peux je retire ma demande de week-end avec vous. Parce que faire 800 km en gel pour passer un week-end à lécher des fruits en glaoui. A tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. Il est 19h18. On est en direct, bien entendu, dans la tribu de... Merci. Alors, là, ce côté-là est extrêmement agité. C'est normal. Hein, ils ont Valérie Benaïm devant eux. Ils veulent tout donner. Alors, on va démarrer cette émission. C'est rare qu'on démarre par un coup de cœur de Polska. Merci. Terminez votre dîner, il n'y a aucun problème. Hein. Merci. Hein. J'ai travaillé. Merci. Alors moi j'ai un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour le maire de Nîmes. D'accord. Il s'appelle Jean-Paul Fournier et en fait il veut changer le nom de la place Abbé Pierre en Mère Teresa. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait, comme vous le savez, l'Abbé Pierre a été accusé de... Non, il n'a pas été accusé, il est soupçonné. C'est ça, hein? Il n'a pas été condamné, mais il est accusé. Oui, voilà. par une vingtaine de filles, même parfois mineures. Donc moi je trouve ça très bien de laisser la place à Mère Teresa, qui est très très bien, qui a même reçu un prix Nobel de la paix en 79. Si vous pouviez arrêter de... En parlant de Mère Teresa, Ça va pas avec Mère Teresa. Excusez-moi. Là, si on avait rebaptisé la place Rocco Siffredi, oui, mais la Mère Teresa, non. Je suis désolé, non. Teresa ou les appels de Non, phare. mais sans rien, non, mais franchement, là, c'est où? Non, mais l'autre, depuis tout à l'heure, on dirait qu'elle est en appel de phare sur l'autoroute. C'est bon. On dit pas Mère Teresa en se remontant la poitrine, je suis désolé. Voilà, Gilles Verdet, est-ce que vous êtes pour? Je suis totalement d'accord. Je suis pour effacer l'abbé Pierre de la mémoire collective et de l'histoire. Retirer toutes les plaques, tous les noms, et que son nom ne figure plus nulle part. On a la chance d'avoir Isabelle qui doit repartir tout à l'heure à la station essence. Juste après, mais on est content de l'avoir quand même un petit peu avec nous. Vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdou? Non, moi je pense qu'il faudrait l'appeler la place Emmaüs, mais quelque chose qui reste mal. en rapport Meilleure idée. avec l'action. Quel est intelligent. Quel est intelligent. Isabelle, je trouve ça très malin. Mais ça veut dire que Gilles, tu veux canceller l'abbé Pierre, Oui. quoi qu'il aille. Tu veux même plus qu'on sache, Non. que les jeunes générations sachent ce qu'il a fait de bien ou de pas bien. Non, Donc l'appel, par exemple, de l'hiver 54, tu veux plus qu'on sache ce que c'est dans les livres d'histoire. non.
Excusez-moi, vous allez participer à l'émission, vous allez dire que non. Pour moi, il n'existe plus. Non. Il est hors histoire, il est hors société. Si, il a existé. Tu peux Bah pas, oui, tu peux pas c'est ça. renier Eh l'existence oui. de quelqu'un. Mais je vous donne mon opinion. Même les pires êtres de l'humanité oui, qui ont ils commis sont les dans les pires horreurs, ils sont dans les livres d'histoire. C'est complètement Aucun débile. hommage, aucun nom, aucune place, aucune ville. D'ailleurs, même l'endroit l'endroit où était commémoré son souvenir est en train d'être effacé. On n'en veut plus. J'aime bien. Ok. Quoi, Géraldine? Non, j'écoutais Gilles. J'aime bien et votre tenue. Il commence mal cette J'aime bien émission. votre tenue. Ah oui? Ah bah Ouais. merci. Si j'achète la pizzeria, j'habiterai les saveurs préférées, des saveurs comme ça. Non, mais c'est vrai. Évidemment. Je servirai les Napoli et Ça vous les va très bien. Diavola. Ça vous va très bien, oui. Oui, Mère Teresa était-elle une sale conne? C'est pour moi le sujet Comment du tu débat. parles d'elle? Oula. Quoi? Quel C'est-à-dire rapport que Quel rapport Mère Teresa, le fait qu'on lui donne, qu'on Alors, vous y allez fort, baptise quand une même, place à son nom, oui, mais je le fais exprès. Il a écrit. Mère Teresa, elle Elle écrit. était anti-IVG, elle était anti-droit à la pilule, elle était anti-divorce, elle a fait activement campagne contre ça en Irlande, c'est-à-dire qu'elle n'était pas basée en Irlande. Elle a fait le déplacement pour empêcher les femmes d'avoir accès à c'est ça galère. en Irlande. Les conditions sanitaires Comme dans tous ces les religieux. hospices étaient totalement dégueulasses. Comme tous les religieux. Les gens étaient mal soignés dans ces hospices. Et elle, pendant ce temps-là, je le précise parce que c'est documenté, elle se faisait soigner pendant ce temps-là dans des cliniques privées. Donc en plus, c'était une hypocrite. Et pour elle, la pauvreté et la souffrance, c'est bien parce que c'était un don de Dieu qui te rapproche du paradis. Oui, mais Et elle n'essayait même pas de sortir les Alors, choses. Voilà, Donc, s'il vous plaît. j'ai un problème avec cette espèce de culte Oui, mais de c'est Mère bon, Teresa ouais, quand on sait ce qu'elle était pour de Au vrai. moins, elle n'est pas accusée d'agression sexuelle. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Polska? Bah, au moins, elle n'est pas accusée d'agression sexuelle. C'est vrai que c'est Non, mieux mais- que l'abbé Pierre. Oui, mais il y en a marre. Moi, déjà, la cancel arrête, culture, Thomas. je la trouve problématique. Là, la cancel culture des morts, Moi des gens aussi. qui sont même Ouais, pas là je pour se suis contre défendre. ça. Franchement, les gars, on va pas les refaire parle la pas de vie de cancel, gens il y moi. a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Je te parle pas À ce moment-là, de cancel faisons du tous les tout. rois de France. Il a agressé sûr. sexuellement Bah oui. quelqu'un. Je te parle pas Le de château de cancel. Versailles, il faut le Ouais. supprimer parce qu'à Thomas, l'époque. c'est très grave ce que tu Moi, dis. je vais dire la vérité. C'est insupportable. Non, mais ça, Les morts ne Excuse-moi, sont pas là c'est une pour se défendre. religieuse catholique et effectivement, elle avait des Normal qu'elle positions qui Ah, étaient bien sûr. en rapport avec très les grave ce que positions vous dites. de l'Église catholique. Non, je vous laisse Et je le dire, te mais c'est très souhaite grave. de le faire autant de bien qu'elle a fait dans sa vie. Bien sûr. Honnêtement. Mais justement, je conteste qu'elle ait fait du bien. Ah, d'accord. Oui, complètement, moi, je veux dire- absolument. Qui Moi, va je un peu suis- Les gens fort, qui le là. croient ne sont pas bien renseignés. Moi, je suis fou de Mère Teresa. Bien sûr. Ah, Mais, j'adore. moi. mais renseignez-vous, vous allez être horrifiés. Il y a Non, un non, bouquin bah non, de je vais pas. Christopher Ah, non. Hitchens qui est passionnant là-dessus. Je vous Non, vous non, l'offrirai. qui va un peu fort, parce que toi, tu lis qu'un côté. Bien sûr. Et donc, t'en tires une règle générale. Le tableau de sûr. Mère Teresa, il est plus contesté qu'on l'a dit, mais il est loin d'être ce que tu dis, toi. Elle a fait Donc, souffrir tu vas au beaucoup de monde dans ses bazooka, quoi, toi, hospices. là. De Bah, faire toi, c'est d'avoir ma du fait lutte de sur conditions tous les problèmes. dégueulasses. Il faut Merci. l'entendre, Elle a ça. raison. À tous. Oh, Thomas, quand Pardon. quelqu'un parle, apprenez Pardon. à ne pas parler en même temps. C'est le b.a.-ba de la télé. C'est vrai. Nous, on va vous transférer sur une autre chaîne qui fait beaucoup moins d'audience. Merci. Vous aurez le temps de parler. Vous aurez le temps de parler. Merci, Thomas. Le coup de gueule de Jean-Michel Maire. Oui, c'est un coup de gueule et en même temps un coup de cœur pour Othman Nasrou, Ah, je qui est le- l'adore. Je l'adore. Je l'adore. voilà, qui est le tout récent ministre de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations et qui se fait tomber à bras raccourcis par tous ceux qui sont pour ouvrir en grand les vannes de l'immigration. Et on lui reproche, parce qu'il est d'origine marocaine, naturalisé parce que depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et on lui reproche genre d'être rentré en France et de fermer la porte derrière lui pour genre, après moi, plus personne ne rentre en France. Alors qu'il est au contraire un exemple d'intégration Merci. à qui on confie les plus hautes responsabilités. Bon, il y a un extrait qui exprime la pensée d'Othman Nasrou. On regarde et il est avec nous juste après. C'est parti. L'objectif, il est très clair. Et le ministre de l'Intérieur, là-dessus, a pris des engagements très clairs. C'est qu'on se donne tous les outils possibles dans le cadre, bien sûr, de notre état de droit pour qu'on puisse maîtriser ces flux migratoires. Il n'y aura aucun tabou. Ces quelques mots, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Est-ce que vous les partagez ? Moi, je pense que c'est la France qui est une chance. Quand l'immigration est maîtrisée, on peut avoir des parcours de réussite. Donc, je vous le dis très clairement, il est urgent, Bruno Retailleau a raison, qu'on maîtrise nos flux migratoires et qu'on s'en donne les moyens. Et de ce point de vue-là, je suis entièrement sur sa ligne. Et c'est aussi, je veux le redire, ce qu'a indiqué le Premier ministre, de l'humanité et de la fermeté. Exactement. Et je l'aime bien. Je l'aime Darius beaucoup, là. Rochebin. Darius Rochebin, il est bon. J'aime bien ce mec-là. Très sympa en plus. Merci, Othman Nasrou, d'être avec nous. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un coup de gueule aussi, ce qui se passe autour de vous. Et c'est vrai que c'est insupportable. Ça m'insupporte, excusez-moi. Comment vous allez déjà? D'abord, merci de votre invitation, Bonjour. Cyril. Vous étiez le bienvenu avant d'être secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Et vous serez toujours le bienvenu sur mon plateau, puisque ça a été toujours des très bons moments. Même on s'était rencontrés à l'époque quand j'avais fait une émission avec Valérie Pécresse, je me rappelle, qui avait fait un face à Baba. Il y a plus de 2 ans, tout à fait. Merci encore et je suis toujours
heureux de venir échanger, débattre avec vous et avec vos chroniqueurs. Je vous dis ça parce que j'ai évidemment été très honoré d'être nommé au gouvernement. C'est un immense honneur. On a beaucoup de travail. On a un Premier ministre d'ailleurs courageux qui a choisi de relever beaucoup de défis dans une situation qui est difficile. Mais je ne m'attendais pas, merci de l'avoir souligné, et merci de me donner l'occasion d'y répondre, à être attaqué sur mon propre parcours ou sur mes origines, parce que je défends effectivement le fait de maîtriser les flux migratoires. Et d'être attaqué par des gens d'ailleurs qui disent combattre le racisme. Oui, c'est ça. Alors que ce sont eux qui me renvoient à mes origines et qui m'interdisent de penser d'une certaine manière. Comme si le fait d'être issu de l'immigration nous oblige à penser d'une certaine manière, à voter d'une certaine manière, à se sentir solidaire de tous les étrangers, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur comportement. Moi, je veux le dire très clairement, les étrangers qui respectent les règles, qui aiment la France, qui s'intègrent, qui travaillent ou qui veulent travailler, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ceux qui se comportent mal, qui se rendent coupables de crimes, qui sont sous OQTF, n'ont rien à faire sur le territoire national. Et si ça pose un problème que je le dise, écoutez, je le dis, je le redirai et je continuerai à le redire, même si ça déplaît. Alors, bravo, Othman. Je vais vous dire, je vais vous donner. Je prends souvent l'exemple de mon père. Et mon père, moi, il nous a toujours dit, mon père est arrivé de Tunisie, et il nous a toujours dit, les gars, faites pas les malins. Voilà, nous, et c'est fou parce qu'ils avaient tellement peur de faire un écart ou quelque chose. Ils disaient, nous, il faut vraiment qu'on travaille, on doit plus travailler que les autres, parce qu'on est vraiment, voilà, il faut qu'on... Et c'est vrai que à chaque fois qu'on faisait les malins, ils disaient, vous devez plus travailler que les autres, vous devez pas faire de bêtises, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, on parle énormément d'immigration, mais comme le disait Othman Nasrou, il y a des personnes qui sont issues de l'immigration et qui font énormément de bien à la France. Et ça, il faut le redire encore une fois. Et c'est vrai. Et ça, on le redit tous les soirs ici. Et forcément, nous, on pense surtout, nous, on aime les gens qui aiment la France. Il y a énormément de personnes issues d'immigration qui aiment la France et qui ont extrêmement bien réussi. Et s'il n'y avait pas eu d'immigration, il y aurait Othman Nasrou nous aurait pas apporté ses talents politiques. Moi, au moins, j'aurais pas été là. Donc, ça aurait été quand même une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, la France ne peut plus accueillir comme elle accueillait avant. On le voit bien, même ceux qui veulent essayer de s'en sortir en France sont très malheureux. Forcément, il y en a plein qui viennent en France. On n'a plus les moyens de les accueillir comme avant. Et aujourd'hui, on le voit, il y a énormément de personnes issues d'immigration qui sont malheureuses aussi. Donc aujourd'hui, on est obligé de prendre des décisions. Et je pense qu'on ne peut plus accueillir en France comme on accueillait avant. C'est aussi simple que ça. On parle de l'AME également. On parle de tout ça, tout est lié. Je sais que Gilles Verdez, vous n'êtes pas d'accord avec Othman Nasrou et moi. Pas du tout. Ah oui, mais Gilles pas Verdez. d'accord avec vous. Et d'abord, je veux vous féliciter, monsieur Nasrou. Vous êtes le produit de l'ascenseur social. Vous êtes l'enfant de Casablanca, arrivé en France à 17 ans. C'est magnifique. Mais pourquoi vous voulez interdire à d'autres enfants de Casablanca de réussir comme vous l'avez fait? Pourquoi vous voulez supprimer la possibilité à eux de venir comme vous, profiter de la France et de ce qu'elle offre de meilleur? C'est pour ça que je suis fâché avec vous, très respectueusement, monsieur le secrétaire d'État. Mais d'autres ont envie de devenir Othman Nasrou et vous leur fermez les portes aujourd'hui. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai parlé, Gilles Verdez, d'étrangers qui étaient sous OQTF et qui ne devaient pas pouvoir venir en France, qui ne devaient pas y rester. Pour vous, tous les enfants de Casablanca sont des criminels? Non, mais vous avez dit... Parce que c'est de ça dont il s'agit, Gilles Verdez. Non, vous avez dit qu'il fallait réduire les vagues de l'immigration globalement. D'accord, mais il y a plusieurs sujets. Oui. Je veux le redire. Un étranger, et c'est comme ça dans tous les pays du monde, qui se comporte mal, ne peut pas rester et ne doit pas rester. Et aujourd'hui, ça exaspère nos concitoyens, à juste titre, qu'on exécute si mal ces OQTF. Et d'ailleurs, dans un pays comme le Maroc, mais dans bien d'autres pays, ça marche exactement de la même manière. Et ça n'est pas être extrémiste ou être fascisant que de dire cela. Ça, il faut vraiment qu'on sorte de ces postures-là. Ça nous fait beaucoup de mal. Mais je vous le dis, Cyril l'a dit, moi je suis entièrement de cet avis. Si on veut accueillir mieux, il faut accueillir moins. Ah oui. Il faut accueillir moins. Je n'ai pas dit accueillir personne, je vous dis accueillir moins. C'est une fausse générosité que d'accueillir des gens en nombre important. On a eu 470 000 arrivées légales l'année dernière. 470 000, c'est 250 000 de plus qu'il y a une quinzaine d'années. Hein. Donc c'est beaucoup plus qu'avant, alors qu'on a du mal aujourd'hui à intégrer, à accueillir. Donc faire venir des gens qu'on ne sait pas loger, qu'on ne peut pas employer, qu'on héberge dans de mauvaises conditions, c'est vraiment une hypocrisie. Il faut qu'on sorte de cette hypocrisie. Oui. Il faut réussir l'intégration. Pour ça, il faut accueillir moins, il faut maîtriser les flux, être capable de choisir qui on veut accueillir et qui on veut reconduire. Et donc moi, je suis désolé de vous dire que je ne décide pas de mes convictions politiques en fonction de mes origines. Et ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de là où je viens. Je suis très fier de là où je viens, mais ce qui m'intéresse, c'est où on va. Et où on va comme un pays.
où on forme un tout et pas où chacun défend les intérêts de sa communauté. Ça, c'est le contraire de la République. Moi, je pense que, excusez-moi Gilles Verdez, moi je pense, connaissant un peu Othman Nasrou, et je pense qu'il est dans le même mood que les téléspectateurs, je crois qu'il aime profondément la France, qu'il est extrêmement reconnaissant envers ce pays comme moi, et que je pense qu'au contraire, il a envie de servir encore plus son pays. Et Gilles Verdez, je vais vous dire, quand on dit et tout le monde le dit aujourd'hui, que les flux migratoires, il faut les juguler le plus possible, qu'on ne peut plus accueillir autant qu'avant. Donc tout le monde le dit, c'est un constat qui est clair. Donc Gilles Verdez, aujourd'hui, quand Othman Nasrou le dit, c'est pas pour ça qu'il est raciste. J'ai pas dit ça. Hein. Mais non, mais voilà, mais je vous le dis, aujourd'hui, c'est un constat qui est juste un constat qui est fait par tous les Français qui nous regardent. Vous allez voir, on va voir le sondage dans un instant. Mais Gilles Verdez, à un moment, je sais que vous voulez aider tout le monde, Gilles Verdez. Mais en voulant aider tout le monde, on n'aide personne. Ouais. Sachez-le. Je pense vraiment que c'est... Et aujourd'hui, je l'ai dit hier, pour moi, la France, depuis des années, le slogan de la France, c'est « on aide tout le monde sauf les Français ». Excusez-moi, hein, je suis désolé de vous dire ça. Bah, je le pense. Il y a énormément de téléspectateurs qui sont d'accord avec moi. Aujourd'hui, il faut aider ceux qui travaillent et les Français qui sont dans des situations vraiment extrêmement compliquées, comme je le dis à chaque fois, les agriculteurs, le personnel hospitalier, la police. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de travail, l'éducation. Et aujourd'hui, Gilles Verdez, on ne peut pas aider tout le monde et on ne peut plus recevoir autant de personnes. C'est plus possible. On aimerait, je vais vous dire, nous, moi, le premier, j'aimerais vraiment que tout le monde soit heureux et qu'on accueille tout le monde et que tout le monde puisse trouver un travail, tout le monde puisse partir en vacances, tout le monde puisse acheter des cadeaux à Noël pour ses enfants. Mais on ne peut pas aujourd'hui. Vous le voyez bien, je vous le dis. C'est le problème. Je sais que vous êtes un humaniste, mais c'est pas possible. Jean-Michel, je trouve, Gilles, que ça fait du mal aux étrangers qui se comportent bien, qui travaillent, bien etc. Sûr, les faits divers qu'on entend longueur de journée par les OQTF, etc. Et à chaque fois, on entend d'origine marocaine, d'origine algérienne. Ça fait du mal et ça retombe en négatif sur ceux qui n'ont rien demandé à personne et qui font tout pour s'intégrer et qui ne font du mal à personne, au contraire, qui aident la France. Et ben, tu devrais plutôt être pour justement les aider. Sur les OQTF, je suis entièrement d'accord. Sur les OQTF, non, les pour OQTF, moi... tu veux pas les renvoyer? Non. Pour moi, les OQTF... Ah non, mais là, je suis extrêmement clair. Hein. Les OQTF qui ont commis des crimes et des délits, pour moi, ils doivent être en prison avant d'être expulsés. Là, je ne transige absolument pas. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il ne faut pas les expulser avant qu'ils commettent des crimes et des délits? C'est peut-être ça le problème, Gilles Verdez. Parce que votre phrase, excusez-moi, Gilles Verdez, je vous aime énormément, mais moi, j'attends pas qu'il y ait un drame comme celui de Philippines pour expulser l'OQTF. Il faut l'expulser avant qu'il y ait le drame. Parce que je préfère que Philippines soit encore là, plutôt que de dire, on va l'expulser après. Je préfère l'expulser avant qu'il y ait des drames. Excusez-moi de vous dire ça. Othman Nasrou, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce que dit Gilles Verdez? D'abord, je veux dire que sur ce sujet-là, avec le gouvernement, il y aura une nouvelle loi sur l'immigration début d'année prochaine. Là aussi, parce qu'il faut qu'on se donne les outils pour pouvoir maîtriser aussi ces flux. C'est pas infamant de vouloir, encore une fois, maîtriser les flux. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut être généreux, Gilles Verdez, vous ne me dites pas combien de personnes vous voulez accueillir tous les ans. Je vous dis qu'on en a accueilli 470 000 l'année dernière. Et quasiment autant l'année d'avant. Pour moi, je les régulariser. C'est intenable. On les régularise. On ne peut pas les régulariser. Ils sont réguliers. Je ne vous parle même pas encore de l'immigration irrégulière. Il est fou. Il faut lutter contre l'immigration irrégulière et il faut limiter l'immigration régulière aux gens, bien sûr, qui peuvent s'intégrer, aux gens dont on a besoin, et à des étudiants étrangers qui viennent aussi apprendre, et c'est le rayonnement de la France aussi qui se joue, mais dans des proportions convenables, et en choisissant les bons individus. Et ceux qui se comportent mal, eh bien, ils doivent partir le plus rapidement possible. Et les OQTF doivent quitter le territoire. C'est aussi simple que ça. C'est écrit. Pour moi, comme je dis souvent avec Raymond, les mots ont un sens. OQTF, obligation de quitter le territoire français. C'est tout, Gilles Verdez, excusez-moi. Après, bien sûr, on peut faire du cas par cas, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le temps, on n'a plus les moyens, et il y a une urgence extrême. Donc aujourd'hui, on ne peut plus. Voilà, on aurait pu le faire il y a quelques temps. Je pense qu'aujourd'hui, Othman Nasrou, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut plus. Valérie Benaïm est en train de décéder, mais bien entendu, on sera là pour elle, et je serai là pour l'accompagner jusqu'à la fin. Merci. Les chéris, je voudrais dire... Est-ce que vous pouvez rester avec nous juste sur ce petit sujet, Othman Nasrou, sur le coup de cœur de Gilles Verdez? Je voulais absolument qu'il reste. J'aimerais vraiment que vous restiez parce que alors, vous n'êtes pas obligé de donner votre avis parce qu'on ne veut pas vous mettre dans une sauce, etc. Mais je pense que vous allez être d'accord avec nous. Gilles Verdez a un coup de cœur. Écoutez-le. J'ai un coup de cœur pour le maire du Bourget. Ouais. Le maire du Bourget, d'hiver gauche, M. Borsali, qui a fermé sa piscine municipale pendant un week-end et qui l'a ouvert le dimanche à 13 femmes en burkini. J'ai trouvé ça
formidable. Pour moi, c'est une initiative qui est un exemple de ce que doit être la France, de l'ouverture, de la générosité. Il leur a permis de se baigner. Alors certes, il l'a fermé pour d'autres, mais sinon, elle ne se serait jamais baignée. C'est notre ami Radouane Kourak qui a sorti cette information. Il y a 13 femmes en burkini. Un grand laïc. Et je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si vous partagez mon coup de cœur. Alors d'abord, mais je lui dis bravo. je voudrais juste voir le sondage juste de ce qu'on a parlé, de ce dont on a parlé avant, et après Gilles Verdez, et après on va lancer le sondage. D'origine, un ministre vous choquez 75%, oui choqué, non à 25%. On va parler donc de ce maire qui ferme la piscine municipale mais l'ouvre pour des femmes en burkini, juste avant d'avoir l'avis d'Othman Nasrou. Vous, Géraldine, qu'est-ce que vous pensez du coup de cœur de Gilles Verdez? Ça m'étonne pas et ça me désole. Alors attention, parce que c'est un sujet très sensible. Donc attention, moi j'ai évidemment rien contre ces femmes, mais en revanche j'ai tout contre ce maire. Je trouve que ça, c'est vraiment la porte ouverte au séparatisme, au communautarisme. On est en plein là-dedans. Moi, Gilles, dans mon pays, la France, dans ce pays laïque, je veux que les gens se mélangent. Je veux que les femmes soient avec les hommes, que les hommes soient avec les femmes, que les femmes en burkini soient avec les femmes en string. Je ne veux pas qu'on sépare les hommes et les femmes. Ce que je reçois de ce qu'elle vient de dire, j'aime beaucoup quand elle dit « je veux que les femmes et les hommes se mélangent ». Bravo, Géraldine Mailly. Non, mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que toi, en fait, tu t'applaudis un maire qui fait tout pour faire vivre le séparatisme. Ouais. C'est tout ce qu'on veut pas. Et qui n'assume pas, par C'est ailleurs. catastrophique, en fait. Oui. Donc je remercie Othman Nasrou d'avoir toujours été hyper clair sur ses positions, avec beaucoup de courage et de conviction politique, parce que si on continue comme ça, pour moi, on va dans le mur. Voilà. Et ça n'est pas défendre les femmes que de dire ça, Gilles, je pense. Ah, c'est défendre les femmes en burkini, à tout le moins. Alors, s'il vous plaît, c'est bon. Isabelle, Fermer sa piscine au grand public ce week-end. Mais au nom de quoi et pourquoi? C'est ça. Ça favorise le séparatisme, ça favorise tout à fait la discorde et pas du tout le vivre ensemble. Hein. Surtout, si on veut que les communautés se bouffent le nez, continuons à faire des trucs comme ça. Hein. Surtout, Gilles, le maire ne dit pas la vérité. Voilà. Il dit qu'il ferme pour des raisons d'hygiène. Donc l'hygiène, c'est pas un problème pour accueillir ces femmes-là. Pardon, mais Tout est immonde, en fait. rien ne va. Mais oui, Rien ne va. Rien ne va. Othman Nasrou, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Je pense que décidément, on ne sera jamais d'accord avec Gilles Ah bah, Verdez. j'ai le même problème moi aussi que vous. D'ailleurs, on est fait pour s'entendre, Cyril. Non, mais je ne veux pas parler de ce cas précis, je ne sais pas les raisons, mais si ce que vous me décrivez est exact, évidemment, ce n'est pas acceptable. Très clairement. On a un principe, ça a été très bien rappelé dans notre pays, c'est d'abord la mixité. C'est la laïcité qui fait que la religion est une affaire privée, qui n'a pas vocation à venir dans des lieux de vie en commun. Et c'est exactement le débat finalement qu'on avait tout à l'heure. Il faut qu'on accepte de vivre dans un pays où les citoyens ne se définissent pas toujours en permanence, et en particulier dans la sphère publique, en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau, dans les deux sens d'ailleurs. On le pas non rappelle. plus être pointé du doigt pour ces raisons-là. Donc non, ça n'est pas acceptable. Et le burkini, ça n'est pas un progrès pour les femmes. Voilà. Jean-Michel Maire. Et Gilles va à ce point-là va jusqu'au bout de ta logique, puisque la piscine, c'est un espace public qu'on a réservé un jour de la semaine pour les femmes en burkini. Donc aussi, il faut interdire certaines plages pour les réserver aux femmes en burkini certains jours de la semaine pour les vacances, les grandes vacances. T'es pour ça? Je sais pas, en tout cas là, la piscine. Ah si, t'es pour la piscine, donc t'es pour la plage, c'est pareil. Je sais pas, non, mais c'est pas comme ça verbalement. La piscine, je suis pour. Est-ce que j'aimerais bien avoir l'avis de Thomas Guénolé là-dessus? Oh là. Qui fait du coloriage là. Je peux répondre Merci. Excusez-moi de vous avoir. Je peux réagir plutôt sur l'immigration, parce que ça, Non, le truc non, du non, Nord, on n'est pas. non, parce que je suis vraiment pas d'accord avec ce que vous disiez Oui, sur mais l'immigration. mais c'est pas C'est pas grave. C'est fini, on a déjà eu Gilles Verdez, c'est bon. Non, mais tant pis. C'est Donc, déjà oui. assez compliqué pour nous. Non, mais sur les burkinis, rajoutez pas. On mélange plusieurs choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir des horaires distincts selon les catégories de personnes, etc., il y a des critères pour lesquels je peux parfaitement l'admettre, mais pas celui-là. C'est-à-dire que celui d'un vêtement qui est sur telle ou telle conviction religieuse, en réalité, si j'ai bien suivi, je ne pense pas que ce soit un motif valable d'horaires séparés dans une piscine. Je comprendrais si c'était par exemple pour un public féminin ou masculin d'ailleurs, qui serait vraiment très mal à l'aise avec leur corps ou avec la stigmatisation de leur corps et qui aurait besoin d'être dans des horaires particuliers. Ça, je peux comprendre, mais là, non, effectivement. Et vous voyez, c'est dommage, on aurait pu parler du fait que les immigrés qui arrivent, moins les immigrés qui repartent, ça fait augmenter la population française totale de plus 0,3% seulement. Et donc, il n'y a pas d'immigration massive dans ce pays. On aurait pu parler de ça au lieu de parler du burkini. Merci. Écoutez, on a parlé de choses très intéressantes, mais vous étiez préoccupé par vos coloriages. Merci. Othman Nasrou, oui. Qu'est-ce que vous dites de ce que vient de dire Thomas Guénolé? Je veux, sur cette affaire de burkini, rappeler que ça pose aussi d'autres questions, d'ailleurs. Et s'ils ont été interdits dans un certain nombre d'installations, on l'a interdit à la région Île-de-France, par exemple, dans les îles de loisirs, c'est que ça pose des questions aussi d'hygiène, des questions de sécurité. Donc, honnêtement, il y a des tenues pour chaque lieu, et ça n'est pas une tenue pour se baigner dans des lieux. Voilà. Et donc, il faut accepter dans notre pays qu'on a un certain nombre de principes. Et cette laïcité, c'est important, la laïcité. On a tendance à penser aujourd'hui que c'est une agression contre une religion, ça n'est pas le cas. C'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, mais ça suppose en contrepartie qu'on respecte certaines règles. Et bien ça, là, il y a une ligne rouge qui est franchie.
Juste répondez peut-être une minute à Thomas Guénolé sur ces chiffres. C'est l'INSEE. Non, mais très bien, c'est l'INSEE. Mais moi, je vous parle. Très bien, vous me dites 0,3%. Plus 0,3%. C'est le solde. C'est le solde. C'est le solde. Très bien. D'accord. Voilà. Parfait. Mais la question, c'est que ceux qui arrivent et qui n'ont pas le droit de rester se maintiennent malgré tout sur notre territoire. 90% des déboutés du droit d'asile se maintiennent malgré tout sur notre territoire. 90% des gens qui n'ont pas le droit à l'asile et qui arrivent sur notre territoire restent malgré tout. Je vous parle d'immigration légale et vous répondez sur les sans-papiers. C'est intéressant. Non, quand ils arrivent. Non, mais quand ils arrivent au titre de l'asile, c'est d'immigration légale. Ils sont dans les 470 000 que j'ai décrits tout à l'heure. Vous le savez très bien. Non, je ne change pas de sujet. Je vous réponds que 0,3%. Je ne change pas du tout de sujet, vous répondez extrêmement bien, mais c'est vous qui ne comprenez rien. 0,3% sur 10 ans, ça fait 3% de la population. Bien sûr. Ça n'est pas rien. Non, parce qu'en fait, la population augmente par ailleurs. Donc en fait, non, c'est stable. Merci. Juste en une minute. Vous pensez qu'il n'y a pas un sujet de maîtrise migratoire dans notre pays? Si vous voulez. Réponds-lui en une minute. Non, je ne peux pas répondre. Moi, je ne suis pas politologue. Mais si on te dit qu'il y a 400 000 personnes qui rentrent, il y a pas 400 000 personnes qui repartent, Thomas. Ils sont là, ils sont rentrés. Donc si tu dis après, comme Gilles, il faut ces chiffres sont donner des papiers aux 400 000 qui arrivent. Mais ils sont bien là d'autres qui vont venir. Mais non, ça n'a rien à voir. Il vient de vous répondre. On vient de vous expliquer. Il vient de me répondre sur les gens qui sont en condition illégale. Avant d'être en situation illégale, ils sont d'abord en situation légale. Bien sûr. Et après, une fois qu'ils sont en situation légale, on n'arrive pas à les faire repartir. Bien sûr. Donc le système est totalement déraillé. Chaque année qui fait que le c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Thomas, merci. Merci Thomas. Je voudrais remercier Othmane Nasrou d'avoir été avec nous sur ces. Merci à vous. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant avec le top 5 des images du jour et notamment, vous verrez, on aura l'image d'un commerçant qui a été violemment agressé pour 150 €. Vous allez voir ça, voilà, on marche sur la tête. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h48, on est en direct, ça touche pas un mot. Allez, on va démarrer avec les 5 images du jour, les chéris. Hier soir, il y avait Koh-Lanta, la tribu maudite, qui est arrivée deuxième des audiences, 3,1 millions. Vous vous rendez compte, Koh-Lanta fait 3,1 millions quand TPMP fait plus de 2,2 millions. Pour vous dire la performance de TPMP, merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Tom et Lola est arrivé en tête sur France 3, 3,7 millions. Notre histoire de France, 2,2 millions. Et ensuite, voilà. Et alors, notre histoire de France qui a un petit peu baissé, voilà, mais ça reste correct, mais ça a un petit peu baissé. Hier, on n'était pas sur l'épisode le plus fou de Koh-Lanta. C'était très très calme, c'était calmos rabos. Les aventuriers ont cuisiné une plante qui s'appelle le pandanus. C'est du panda, voilà. Forcément, avec un nom comme ça, les équipes se sont amusées à faire un petit montage. Vous allez voir, c'est succulent. Le camp, les naufragés, eux aussi, vont se délecter grâce à la trouvaille de Thibaut. Alors ce soir, ça va être de la patate douce avec du cœur d'anus, revenu dans un petit sucre de coco. Ça va nous donner la patate comme jamais. Hein. En plus, un peu de sucre. Tu sais que je rêve que de me faire des trucs de cœur d'anus et puis je suis là. Il a cuit le cœur d'anus avec un peu d'eau salée et de la coco. Et ça a caramélisé tout ça, c'est vraiment excellent. Merci, non, l'applaudissez pas. Ils auraient pu laisser pandanus, je pense que ça aurait été beaucoup plus drôle. Merci. Qui a déjà goûté du pandanus, Gilles Verdez? Ah non, j'ai pas goûté. Personne. Jean-Michel Maire, jamais. Dès ce soir, je sais pas. Frédéric a remporté l'épreuve de confort. Il doit partager sa récompense avec la personne de son choix. Il doit choisir Jacques. Et vous allez voir que la vie de couple lui manque à Jacques. On sent qu'il a besoin d'amour, Jaco. Regardez. Mon choix se porte sur Jacques, bien évidemment. Jacques, j'ai l'impression que en un mot, il vous a redonné le sourire. Ah non, mais là, je suis très touché et je suis très heureux de partager ça avec toi parce que tu sais que t'es là. C'est mignon, c'est mignon. J'aime bien. J'aime bien, c'est mignon. Justin a passé tout l'épisode à dire qu'il voulait éliminer Sarah. Et quand arrive le moment du conseil, on peut dire qu'il est très heureux. Regarde. Si vous pouvez me laisser le plaisir, juste, je vote avec vous. On peut faire un accord. Je vote avec vous, Sarah, juste pour que je sois impliqué dans son élimination. Le seul truc que je veux, c'est l'éliminer. J'ai envie d'éliminer Sarah et de lui dire Sarah, c'est une personne qui rigole plus fort que tout le monde. Sarah. Est-ce que je peux juste savoir du coup qui a changé son vote? Et moi. C'est magique. Alors voilà, donc c'était l'épisode de Koh-Lanta hier qui était très calme. Il y a quelques semaines, on avait diffusé une vidéo de la version américaine de Koh-Lanta, ce qui s'appelle Survivor, et la production proposait aux candidats de se mettre nus pour obtenir de la nourriture. Nous avons un nouvel extrait qui date de 2003, regardez. C'est Brandon qui apprend qu'il va être éliminé et il se venge sur le riz. Regardez ça. No, Brandon! Come on, Brandon!
Brandon out now. Stop it. Stop it. Stop. Hey, Phil. Here's a reason to vote me out, you little... Huh? With your stealth all rough, bull... Huh? Come on, bitch. Ah oui, il est énervé. Hein. C'est chaud. Ah, je peux vous dire, ça rigole pas. Hein. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Quand je regarde Koh-Lanta, je me demande toujours c'est quoi le mieux pour le sort d'épreuve de confort, enfin le truc de confort quand on gagne un truc de confort. Est-ce que c'est de manger à sa faim ou de dormir dans de bonnes conditions? Non, je pense que c'est manger. Ouais. Manger. Dormir, on peut dormir n'importe où. Manger. Ouais, avec les bêtes et tout. Ouais, ça me dérange si pas. t'as bien mangé, tu dors en général. Exactement. C'est l'un ou l'autre. Qui dordine. Ouais, donc il Qui dordine. Il vaut mieux manger, c'est l'inverse. Vous savez que qui dordine, ça veut pas dire qu'on grossit quand. Je sais. Vous savez, dans le temps, les auberges, l'hébergement était gratuit, il n'y a que le repas qui coûtait. Voilà. Donc pour dormir, il fallait manger. Exactement. Donc, Qui dordine. Bravo, Jean-Michel Maire. C'est toujours bien d'avoir une personne un peu, voilà. Non, mais je suis un peu dans le move. Cette histoire est folle qu'on va vous raconter. C'est la 4e image du jour. Un homme a été retrouvé vivant après avoir passé plus de 2 mois à dériver sur un canot gonflable dans les eaux de la mer d'Okhotsk en Russie. Regardez. Pleine nuit, une embarcation de fortune de 5 mètres de long est repérée par un marin. À bord, un homme barbu avec un gilet de sauvetage. Son frère et son neveu de 15 ans, eux aussi dans l'embarcation, n'ont pas survécu. Leur corps, toujours sur le bateau, est flouté sur ces images. Le 9 août dernier, ils partent tous les 3 avec un catamaran en direction de l'île de Sakhaline. Rapidement, leur localisation est perdue. Ils vont alors dériver pendant plus de 2 mois sur plus de 1000 km jusqu'au large de la péninsule du Kamtchatka. Déshydraté, très amaigri, il aurait perdu 50 kilos. Selon sa femme, il doit sa survie à son surpoids, un quasi-miracle. Ah, c'est fou, hein. C'est incroyable cette histoire. Un quasi-miracle, Gilles Verdez. Il n'y avait plus aucun, c'est même un miracle absolu, il n'y avait plus aucun espoir de le retrouver. Alors il avait emporté des réserves de nourriture et puis ils avaient 20 litres d'eau potable. Alors il s'est rationné, mais il y avait les 2 autres, son frère et son neveu, qui sont morts à côté de lui. Donc c'est une histoire terrible. C'est un des plus grands sauvetages en mer de l'histoire. C'est un film. C'est incroyable, absolument. C'est un film. On va voir cette vidéo. C'est la vidéo d'une agression qui s'est déroulée en septembre dernier. Un commerçant a été violemment agressé par 2 personnes venues voler son fonds de caisse de 150 €. Regardez. Les 2 agresseurs arrachent le téléphone du gérant de l'épicerie dès leur entrée dans le magasin. Le commerçant veut s'interposer, il est violemment frappé à plusieurs reprises. L'un des 2 inconnus se dirige ensuite vers la caisse. À l'intérieur, 150 € qu'il dérobe avant de retourner son arme de poing à la main vers sa complice. Cette dernière lui donne un ordre. Il s'exécute et assène au commerçant des coups avec la crosse de son arme. Leur victime souffre d'un traumatisme crânien et de plusieurs plaies à la tête. Un peu plus d'1 heure après l'agression, une jeune femme est interpellée dans le quartier. Encore des génies, encore des abrutis. Hein. Ils sont repartis tranquillement à pied. Heureusement, elle a été interpellée. C'est elle, la donneuse d'ordre, effectivement. C'est elle qui commande le duo. C'est elle qui dit frappe-le, etc. Et lui, à ma connaissance, court toujours, n'a pas été interpellé depuis septembre. Voilà. Elle est... Encore un génie. Voilà, elle est en détention provisoire, mise en examen pour violence. J'espère qu'elle sera sévèrement condamnée. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça veut dire quoi sévèrement pour vous, Gilles Verdez? Pour moi, 7 ans de prison. Elle a failli tuer, elle a donné l'ordre de frapper à coups de crosse, pour moi, de tuer. Sauf que ça n'arrivera jamais, on le sait. Et pourtant, c'est pas con, 7 ans de prison, pour éviter l'appel d'air, de dire arrêtez de faire ça parce que ça peut vous valoir 7 ans de prison. C'est la seule solution que ça s'arrête. Nous, on prend le problème autrement, on dit bon, on sait rien, c'était 150 €, on va pas la mettre 7 ans en prison. Bah, d'autres vont recommencer. Et peut-être que le mec, un jour, on va le flinguer pour 150 €. Moi, des trucs comme ça, bah, je suis désolé, les prisons sont pleines, ok. Mais les trucs comme ça, moi, je suis désolé, moi, ça me dérangerait même pas. 7 ans de prison, ça me dérangerait même pas. Et on voit que la vidéosurveillance sert aux policiers. Les caméras. Oui. Bravo Valérie. Ceux qui sont contre les caméras. Exactement. Bah, on parlait de Gilles Verdez. Gilles Verdez, c'est incroyable parce que Gilles, excusez-moi, je vous aime énormément, mais et je pense que Géraldine a eu le même sentiment que moi parce que je l'ai vu, j'ai bien compris. Quand Gilles Verdez dit qu'il est outré par ce qui vient de se passer et qu'il veut une peine exemplaire, on se dit. Gilles Verdez, il se fiche un petit peu de nous. Comment il fonctionne Comment il fonctionne Non, mais c'est même pas ça. 7 ans de prison pour ça. Comment il fonctionne Non, mais comment il fonctionne? En fait, il fonctionne à l'envers parce que on comprend pas en fait, Gilles Verdez. On comprend pas parce que tout ce que vous dites va à l'encontre de l'ordre et va toujours dans le sens des délinquants et du laxisme.
Et parfois, vous avez certaines... voilà, il a comme ça... Une crise de palu. Exactement, voilà, c'est ça. Non, mais c'est fou, c'est incroyable. Elle avait un complice, cette jeune femme. Bah oui. Cette agresseuse ignoble. Elle avait un complice. Donc ça veut dire que ce complice, il n'a pas encore été donné par cette jeune femme. Oui. Elle l'a pas balancé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des moyens, on va dire, de menaces, de pression pour qu'elle balance ce complice-là. C'est incroyable qu'il soit encore en liberté. Ça veut dire qu'on est quand même faible. Et on est mais quand après, même... on s'en fout, qu'elle balance pas. T'es Bah, là, toi. les deux, en fait. T'es là, toi. Je vais te mettre. Après, si le mec, il se regarde dans une glace, qu'il a envoyé... Mettre 7 ans en prison. Qu'il l'a envoyé en 7 ans en prison. Si lui veut se regarder dans une glace, qu'il se regarde... Moi, je t'ai attrapé, toi. Bah, si tu donnes pas le nom... Appelle-moi l'autre. Si l'autre, il vient pas, c'est toi qui vas y aller. Allez, on va passer à la deuxième image du jour. C'est Roch-Olivier Mess, le patron de l'Arcom, le président de l'Arcom, qui a répondu au Sénat sur la décision et la volonté de stopper la diffusion de C8. Il explique avoir respecté la règle du pluralisme des chaînes sur la TNT et le groupe Canal+, et pour lui, le diffuseur qui a le plus de cadeaux. Regardez. Les critères qui sont posés par la loi, vous les connaissez parfaitement. C'est d'abord le critère du pluralisme, je le rappelle. Offrir une pluralité d'acteurs dans notre paysage audiovisuel. Je rappelle incidemment que le groupe Canal+ restera le groupe qui bénéficiera du plus grand nombre de fréquences sur la TNT, 6 fréquences, et que par ses choix, le régulateur fait rentrer au sein de la TNT de nouveaux acteurs. Alors, excusez-moi, monsieur le président de l'Arcom, C8 est quand même la première chaîne de la TNT, premier talk de France. Je doute que les nouveaux entrants, et je leur souhaite, soient aussi puissants que C8, mais j'en doute, et que TPMP. Ça me semble quand même pratiquement impossible. C'est même impossible, on va le dire. Il y a 0% de chance. Et il répond à une question très pertinente d'un sénateur LR, monsieur Brisson, qui a dit exactement ce qu'il fallait en disant ces chaînes s'adressent notamment aux jeunes. Bien sûr. Ces chaînes incarnent la pluralité. Il faut une offre pour tout le monde. Pourquoi vous tapez notamment sur C8 ? Quelles sont vos raisons ? Il a été très détaillé. Et c'est vrai que la réponse est beaucoup plus générale et pas très convaincante. Alors, il a fait une autre réponse. Il a affirmé que le régulateur, disposait de tous les arguments nécessaires pour justifier sa décision. Regardez. Soyez assurés que le régulateur a pleinement respecté les principes qui sont posés par la loi. Il y a une procédure contentieuse, vous l'avez évoqué. Le régulateur fera très sereinement valoir devant le Conseil d'État ses arguments. Je pense qu'il a de solides arguments à faire valoir. Les décisions, elles ne seront rendues, je l'ai dit tout à l'heure, qu'au mois de décembre. Et conformément à la loi de 86, le régulateur dispose d'un mois, une fois qu'il a rendu ses décisions, pour notifier ses décisions de rejet et leur motivation. J'espère juste une chose, c'est que l'Arcom n'essaie pas de m'empêcher, moi, nominem, de travailler, parce que ce serait quand même compliqué, même pour eux, parce que c'est vrai que arrêter C8, c'est pas Barnaby, c'est pas William Lémergie, donc j'espère qu'ils n'essaient pas de m'empêcher, moi, de travailler, parce que ça, vous savez, c'est l'article 431 du Code pénal, et c'est extrêmement c'est épineux. Et ça, forcément, mes avocats se sont déjà penchés dessus. Article 431 du Code pénal, on ne peut pas empêcher une personne de travailler. Donc c'est énormément... Ça peut aller très très loin, bien entendu, oui. Et surtout, parler de pluralisme dans les médias et dire dans la même phrase je vais enlever une chaîne ou 2 chaînes, ça n'a aucun sens. Pardon. Déjà, je trouve que sur C8 et sur ce plateau, il y a un vrai pluralisme, il y a des échanges d'idées, il y a des débats qui sont parfois houleux, mais il y a des vrais débats. Thomas Guénolé en est la preuve. Et moi, je suis pour le pluralisme dans tous les sens du terme. Je vais vous dire un autre truc. Vous savez que la chaîne qui doit remplacer C8, elle a dit qu'elle n'était pas prête. Voilà, c'est ça ce que j'allais vous dire. Elle sera même pas prête en mars, elle sera prête en septembre. Donc vous risquez, si le recours ne marche pas, de vous retrouver avec un écran noir sur C8 jusqu'en septembre. Septembre 2025, et ça concerne les 2 chaînes. Bien sûr, oui. Et il parle aussi du nombre de fréquences qui ne sont pas disponibles, etc. Sur la 19, il y a quoi aujourd'hui ? Mais en plus, je vous dis la vérité, je vous jure que c'est vrai. Olivier Mestre, en plus, je l'ai dit encore une fois, c'est un mec qui est très sympa. Non, mais vraiment, je vous jure que c'est vrai, c'est vraiment un mec sympa. Donc voilà, je me dis, c'est quand même bizarre parce que, et j'espère, moi, comme je dis, parce que je vous dis, je l'aime bien, en plus il est plutôt sympa quand on le rencontre, etc. Et c'est un mec plutôt droit. Et j'espère vraiment qu'ils ne sont pas dans l'article 431 du Code pénal qui empêche une personne de travailler. Là, ce serait bien entendu compliqué pour eux et pour nous. Et empêcher 2 millions de téléspectateurs de regarder, parce que, pardonnez-moi, moi je suis dans le sérail. L'été dernier, les gens disaient, à la rentrée, les audiences vont s'effondrer. Oui, c'est normal, il y a un tel buzz négatif, vous allez voir, personne ne sera là.
Là, j'ai dit, non, attendez. Alors, il y a un buzz très Et là- positif, au contraire. Et là, ça devient, il y a un vrai problème diplomatique, il y a un vrai hiatus. Je suis très intéressée par ce qui va arriver. Parce que, et là, justement, le buzz sur TPMP est extrêmement positif. Moi, je vois, et merci à vous. C'est vrai que l'image de l'émission est incroyable en ce moment. Et tous les gens me disent, c'est incroyable ce qui se passe dans l'émission. Merci à vous d'être là tous les soirs. Et c'est vrai que l'image de l'émission n'a jamais été aussi si belle. Au-delà des audiences, l'image de l'émission n'a jamais été aussi belle qu'en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est fou. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Thomas, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Tu penses quoi de cette décision, toi, arbitraire et complètement incroyable et injuste de suspension de C8? Alors, moi, si tu veux, j'ai un problème. En fait, l'ARCOM fait ce qu'on lui a demandé de faire en l'état de la loi. Et donc, moi, je n'ai pas un problème avec l'ARCOM, j'ai un problème avec les pouvoirs qu'on donne à l'ARCOM. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ARCOM ne se prononce pas que sur le pluralisme. Parce que sinon, elle devrait accepter tous les dossiers sur critères de pluralisme. Elle se prononce aussi, de par la loi, sur ce qu'elle estime être la qualité du programme. C'est les deux éléments fondamentaux. Et moi, c'est ça mon point de désaccord fondamental, c'est que je pense que ce n'est pas à un régulateur, étatique en l'occurrence, de se prononcer sur ce qui est qualitativement satisfaisant ou pas, au nom du public qui, bien entendu, n'est pas capable de juger lui-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur le pluralisme, je trouve ça effectivement normal qu'on veille à avoir du pluralisme, mais dans ce cas-là, ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Voilà. C'est sur le pouvoir de veiller en termes de qualité, où là, je me dis, non, ce n'est pas eux d'en juger, c'est au public d'en décider. Je comprends qu'on pense différemment, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Je peux raconter une anecdote? Bien sûr, salut. Quand on a été épinglé pour publicité entre guillemets clandestine, parce qu'on a vu des marques. Oui. Vous avez été signalé à l'ARCOM, parce qu'il ne peut réagir qu'après un signalement. Or, les signalements, ils étaient sur Cyril. L'ARCOM ne savait pas qu'il y avait eu des cas semblables chez Barthès, puisque on a montré les chaussures. Moi, je vais vous dire, moi, je suis même pas sûr qu'ils mettent une amende à Yann Barthès. Non, mais on est d'accord. Pour moi, il n'y a pas d'amende pour personne. Yann Barthès, voilà, ils ont le droit, ils ont le droit aussi de mettre des trucs, c'est insupportable. C'est eux qui disent ça. Oui, ça, mais moi, je pense qu'il y a amende pour personne. Je suis d'accord avec vous, sauf qu'ils ne le savaient pas. Ils ont dit, un membre du CSA a dit à un de mes amis, mais on ne savait pas qu'il y avait ça chez Yann Barthès. Pourquoi c'est un problème? Voilà, c'est ça qui est le hiatus, il est là. Mais je ne suis pas du tout pour les. Moi, je suis pour qu'on voit des marques. Donc. Oui, Polska voulait réagir. Moi aussi, une anecdote. Alors, il y a quelques jours, je parlais avec mon cousin, il me demandait de mes nouvelles. Et je lui ai dit, bof, parce que pour la chaîne pour laquelle je travaille, elle va fermer bientôt. Ouais. Et il était choqué. Il disait, moi qui voyais la France un pays tellement évolué, tellement ouvert, il était choqué. Pour moi, cette décision, c'est une honte à l'international. Alors, on va voir ce qui va se passer, bien entendu. On va vous tenir au courant, bien sûr. Pour l'instant, on est là, et on est là encore pendant longtemps. Donc, voilà, pour l'instant, on est là tous les soirs, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est une décision quand même qui interroge forcément, puisque c'est quand même le premier talk de France et la première chaîne de la TNT. C8 est première chaîne de la TNT, loin devant, et peut-être même parfois, et très souvent devant. D'ailleurs, la première chaîne RZN France 5. Merci. On va parler de l'Italie. L'Italie qui envoie ses migrants dans un autre pays. L'Italie, c'est un truc de fou. Alors, ils ont posé une question au JT tout à l'heure. Est-ce qu'on devrait faire la même chose? C'est un truc qui a été posé au journal télévisé. Il y a un premier groupe de migrants qui a été transféré hier à bord d'un navire de la marine italienne de Lampedusa à l'Albanie. Regardez à quoi ressemble le centre dans lequel ils arrivent. Des grillages, des caméras et des gardes déjà sur place. Voici les nouvelles armes de Giorgia Meloni pour dissuader les migrants de gagner l'Italie. Capacité 3000 places payées par l'Italie, mais situées en Albanie. Des centres dans lesquels seront envoyés les migrants, interceptés en mer par les sauveteurs italiens. Là, ils resteront enfermés jusqu'à ce que leur demande d'asile soit examinée par visio, par les services italiens. L'Italie a déjà payé 65 millions d'euros pour la construction de ces centres, dont le fonctionnement nécessitera 160 millions supplémentaires par an. Alors, oui, Gilles Vernet, est-ce que vous pensez qu'il faut faire comme l'Italie? Absolument pas. Ouais. Alors bon, juste préciser que ce sont les hommes, uniquement les hommes, qui ont été arrêtés dans les eaux internationales par l'Italie, qui sont conduits en Albanie. Pour moi, c'est les considérer comme du bétail, je suis très clair. Ils vont aller dans un préfabriqué, et si ça ne suffit pas après la visioconférence, on les mettra dans une petite prison de 12 mètres carrés. Il y a 880 places. Je trouve que c'est scandaleux. Voilà. Ce sont des migrants, des gens qui souffrent, on ne les met pas dans un préfabriqué. Jean-Michel.
C'est sûr qu'il faut mieux les laisser à Calais. On pose la question aux téléspectateurs aussi. Il faut mieux les laisser à Calais, errer dans les rues, voler, faire des actes de malveillance, des agressions, etc. Il faut mieux les laisser là-bas que de les mettre dans un endroit où on peut les contrôler et un peu jusqu'à leur demande d'asile. Une fois que leur demande est acceptée, on les accueille en toute bienséance dans le pays. Tu permets qu'on le mette de côté en attendant de voir s'ils peuvent rentrer ou pas. Tu veux les mettre où? Au palace? Dans un palace? Non, faire des centres de rétention. Il faut faire ça, c'est des centres de rétention. Non, mais sur notre sol, il faut c'est pas aller... moche, d'accord. Oui, Géraldine, là. Bon, comme quoi, quand il y a une volonté politique, on peut faire des choses. Parce qu'à chaque fois ici, sur ce plateau, on peut dire, on dit souvent, on peut rien faire. Non, ça, c'est l'école Gilles Verdez. Mais Mélanie, elle fait un truc... Enfin, voilà, elle a un programme, elle l'applique et les Italiens l'adorent. Elle est très, très populaire. Et je ne pense pas que les Italiens soient plus racistes ou moins racistes que nous. Voilà, parce qu'il y a un vrai problème là-bas et au moins, elle trouve des solutions. Après, là où je trouve que c'est un peu bizarre, c'est d'envoyer ces migrants dans un autre pays qui n'est pas le nôtre. Voilà. Moi, j'aimerais bien des centres de rétention fermés chez nous. Voilà, et ce que disait Valérie, et juguler ça, mais voilà, pas se débarrasser du problème en allant dans un autre pays européen ou un pays à côté. Oui, mais l'autre pays, ça lui rapporte économiquement parce que c'est financé par l'Italie. Et moi, je trouve ça bien, même ceux qui veulent protéger les migrants, parce que ça reste des êtres humains, il faut les respecter. Je trouve qu'au moins, ils ont un minimum de dignité, ils peuvent se loger, ils peuvent manger, dormir. C'est mieux qu'ils soient qu'ils soient dans la rue en train de crever. Je suis désolé. Le La Chapelle, c'est plus du bétail que là. Il vaut mieux être là que sur la colline du Crac, pardon. Exactement. Bah oui. Voilà. C'est une bonne solution temporaire et je pense que ça aide les pays comme l'Albanie aussi. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Non, elle n'est pas si bonne que ça parce qu'elle a un coût. Bien sûr, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît, les chéris. On est en direct. Oui, à 93%, doit-on faire la même chose que tu as dit? Oui, à 93%. Vous êtes à 93% à penser qu'il faut faire la même chose. Je voudrais, avant d'accueillir Fabrice Divisio, revenir sur un reportage fou hier de W9 au pays des woke, les amis de Valérie Benaïm, de Gilles Verdez et de surtout Thomas Guénolé. Il y a un reportage qui a fait donc énormément parler. Ils étaient aux États-Unis et c'est le pays des woke. Le premier extrait, c'est une sorte de dîner de cons. Des gens payent pour faire un dîner dans lequel ils vont se faire traiter de racistes alors qu'ils ne le sont pas. Regardez, c'est des tarés, regardez. Chacune d'entre elles a payé $400 pour un dîner qui risque de ne pas être très agréable. Son but, aider les convives à prendre conscience de leur racisme supposé. Au fait, Margaret, tu n'as pas dit le tien. Quoi? Ton truc raciste. Quelque chose que tu as fait. Je ne sais pas. Je travaille dans un environnement où il n'y a aucune personne de couleur. Ou à la rigueur, des gens légèrement hispaniques. La façon dont tu viens de me parler à l'instant, c'est comme ça que les blanches nous parlent tout le temps. Et ce sont des micro-agressions. Mais je parle exactement de la même façon à ma copine blanche. Je m'en fiche que tu parles comme ça à tout le monde. La façon dont tu viens de me parler, c'est de la suprématie blanche. Ce soir, grâce à ce dîner, ces femmes sont devenues woke. C'est fou ça. Quelle connerie. C'est quelle connerie. Mais c'est un truc de fou, mais c'est la folie. L'autre extrait, c'est à la mairie de New York. Les gars, ils font une formation sur la race et la couleur de peau. Regardez. New York, un regard de travers peut être jugé comme discriminant et donner lieu à des poursuites. Tu viens à la formation sur la race et la couleur de peau à 10 heures? Bien sûr. En tant que blanche, hétérosexuelle, la société va me donner des privilèges. Et en tant que femme, si je suis dans un environnement dominé par des hommes qui n'ont pas conscience de leurs privilèges, alors là, je risque d'être discriminée. Quelle est la catégorie la plus privilégiée? On vit dans une société patriarcale, dominée par les blancs. Donc ce sont les hommes blancs hétérosexuels qui ont le plus de privilèges. C'est fou, hein. C'est incroyable. Mais c'est fou que ces gens qui prônent pour une société où on doit être tous égaux ne font que se définir par leur race. C'est eux qui emploient le mot race, hein. Couleur de peau, sexe. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, transgenre, cisgenre. Voilà, c'est eux qui catégorisent, c'est eux qui divisent les gens. On devrait être tous égaux et eux ils se disent non, toi t'es noir, toi t'es arabe, toi t'es truc, moi je suis blanche. C'est le monde à l'envers. Ces gens n'ont rien compris. Je voudrais vous montrer un extrait. C'est un prof d'université qui se fait virer et menacé de mort parce qu'il a refusé de surnoter les élèves noirs. Regardez, c'est fou. T'es parti de cet email, écrit par l'un de ses élèves blancs. Suite au choc de la mort de George Floyd, il lui demande de noter les élèves noirs avec plus de compassion. Contrairement à d'autres professeurs, lui refuse. Et dans son email de réponse, il reprend les paroles de Martin Luther King. Personne ne doit être jugé en fonction de sa couleur de peau. Cette citation a mis le feu aux poudres. Au lieu de se réjouir qu'un blanc admire Martin Luther King, on a dit que je volais la culture noire. C'est irrespectueux. Il s'approprie l'image et les mots de Martin Luther King. Très vite, une pétition demandant son renvoi rassemble 25 000 signatures. L'université le suspend et ses collègues lui tournent le dos. Ce qu'il a subi, c'est la fameuse cancel culture.
Voilà, c'est incroyable. Hein. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. J'avais suivi l'histoire, je la trouve épouvantable et tellement caractéristique de plein d'autres histoires qui arrivent en ce moment comme ça aux États-Unis. C'est incroyable. Avant le lancement du maillon faible, Vincent De Dienne, qui va présenter le maillon faible, a fait une interview et il a dit, voilà, il a charrié beaucoup d'animateurs. Il a dit, je suis l'anti-Michel Drucker, hein, je ne vais pas être gentil avec mes invités, etc. Je suis l'anti-Cyril Hanouna qui tutoie ses invités, les appelle mes petites beautés. Le maillon faible, c'est vous n'êtes pas le bienvenu, vous n'êtes pas merveilleux, vous êtes même plutôt une merde. C'est encore plus savoureux d'être désagréable avec des vedettes. Pascal Praud, Cyril Hanouna ou Jean-Luc Reichmann sont des personnes qui vont s'en remettre. Je ne m'en prends pas à des gens qui sont dominés dans la vie. Le but du jeu, c'est aussi d'être un peu taquin et insolent avec l'autorité, avec ceux qui ont le pouvoir. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et franchement, au contraire, je trouve ça très sympa de se faire vanner dans le maillon faible, que ce soit moi, Jean-Luc Reichmann, Michel Drucker, et au contraire, d'être là, en faire partie, pour moi, c'est plutôt même un hommage et un honneur. Et c'est extrêmement drôle. Et je trouvais la bande-annonce très très drôle de Vincent De Dienne. Et je peux lui dire que je le prends très bien. Au contraire, ça me fait marrer. Et franchement, si on peut pas se vanner un peu, il est dans son rôle là dans l'interview. Mais c'est génial. C'est génial. Mais il a raison. Les mecs, moi j'en peux plus des gens qui disent on peut pas vanner, on peut pas. C'est bon. Au contraire, continuez à nous vanner, à rigoler. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Les chéris, découvrez comment se déroulent les formations pour devenir escroc. Jean-Michel Maire, ça peut vous intéresser. Regardez, il y a des formations pour devenir escroc. Regardez, on a des extraits, c'était dans le JT. Regardez. Le jeune instructeur affirme être lycéen, âgé de 18 ans à peine. Pour quelques dizaines d'euros, des hackers créent pour vous des copies de sites internet très connus. En seulement quelques secondes, le formateur met en ligne un site internet ressemblant à s'y méprendre à la plateforme de vente en ligne numéro 1 dans le monde. Tu vas voir ton site Amazon. Notre jeune formateur nous montre à présent comment récupérer des centaines de numéros de téléphone. Je vais te donner un mec qui vend des listes de numéros. Ah Et la liste de numéros, tu vas la télécharger ici. Et dès que tu vas cliquer dessus, le truc il va directement envoyer le SMS à chaque numéro qui est sur la liste. Celui que tu t'envoies, il coûte 5 € les packs, je crois, un truc comme ça. Un investissement dérisoire pour une arnaque qui peut rapporter très gros. Voilà, c'est incroyable. Hein. C'est fou ça. Jean-Michel Maire, ça vous intéresse? J'ai souvent été tenté, moi, de pas d'escroquer les gens, mais de si on peut le dire, d'escroquer les gens. Sur des sites internet où on propose contre tant d'euros, on vous donne on vous envoie des faux euros par la poste, ou alors des fausses cartes de crédit on peut retirer à la banque, etc. Et à chaque fois, évidemment, j'avais pas compris que l'escroquer, c'était moi. C'était pas la banque que j'escroquais, c'était moi qui me faisais pigeonner. Mais j'ai déjà perdu de l'argent en pensant escroquer. C'est moi qui faisais ça. Je vous confirme que c'est bien vous l'escroc. Les chéris, Gilles Verdez est chez vous à 20h13. Je voudrais qu'on regarde cet extrait de Gilles Verdez. C'était il y a quelques jours. Regardez bien cet extrait, on est en direct. Regardez-le, Gilles Verdez, c'est parti. Une émission. J'avais dit, arrêtons de les faire venir. On les fait pas venir, ils viennent. Moi, les gens que je connais qui ont eu l'AME, ils sont venus en bateau. Ils ont failli mourir. Il faut les faire repartir. On peut pas les faire repartir. Mais c'est des tragédies humaines. Ces gens-là, ils viennent pas se faire recoller les oreilles, c'est pas vrai. Je voudrais remercier France Inter. Je voudrais remercier France Inter. Déjà ça. Regardez cet article de France Inter, pas de commentaires. Merci. Ah, je pourrais pas répondre. Non, merci. Chut, c'est bon. Merci. L'AME peut-être de se faire recoller les oreilles de la princesse, comme le dit Jordan Bardella. Et, eh bien oui, ils l'ont dit, c'est France Inter, parce qu'ils ont vérifié. Il y a eu 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles en 2023 grâce à l'AME. 5 personnes, voilà. En 2023, les opérations médicales pour recoller les oreilles représentaient, c'est 5%. Donc voilà, donc c'est 5 personnes. Mais c'est donc Gilles Verdez. Ça existe. Merci, Gilles Verdez, ça existe. Merci, c'est bon, merci, c'est France Inter qui le dit. C'est pas moi, merci. C'est le contre-son-con, là, voilà. Merci. Il y a de plus en plus de Français, il faut le savoir, qui se font refuser des arrêts maladie en ce moment légitimes, alors que pour l'AME, c'est open bar. Et je suis allé voir le site de l'assurance maladie. Bien sûr que oui. Je suis allé voir le site de l'assurance maladie. Et c'est pas que les étrangers sont traités comme les Français, c'est qu'ils sont mieux traités que les Français. Les Français, ils galèrent à avoir des rendez-vous avec les médecins. Pour l'AME, les médecins sont obligés de recevoir les étrangers tout de suite. Les Français doivent avancer des frais, les étrangers n'avancent aucun frais. Il y a des médicaments qui sont remboursés à 30% pour les Français, eux, c'est 100%. Et dans les frais, donc il y a effectivement se faire recoller les oreilles. Il y a aussi des massages par des kinésithérapeutes. C'est ça, je sais. Donc, si vous voulez faire un petit soin du visage tranquille, vous allez petit massage tétano-gastrique, on va être beau gosse. Ils précisent sur le site, par contre, ils disent par contre, désolé, les thalassothérapies, ça on peut pas, c'est impossible. Mais c'est vrai, c'est pas une date, c'est sur le site de l'assurance maladie. Merci Gilles Verdez et Thomas Guénolé. Je pense que là, merci. On a tout dit. On se retrouve dans un instant. Il y a Divisio qui arrive. Fabrizio, à tout de suite. Merci d'être là. Il est 20h22, on est en direct les chéris. On a la chance d'avoir Fabrice Divisio qui nous a rejoint. Quel bonheur. Quand Fabrice Divisio arrive, c'est mon cœur qui s'ouvre, c'est mon visage qui s'ouvre et c'est mon sourire qui est éclatant. Vous savez, quand je vois quelqu'un de qualité,
À chaque fois, je me dis, quel bonheur de pouvoir côtoyer cet homme au beau blouson de cuir épais. Fabrice Diviso, Fabrice, juste parce que vous êtes un peu italien, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait, on en parlait tout à l'heure, de Giorgia Meloni, l'Italie qui envoie ses migrants dans un autre pays? D'abord, je pense que c'est un succès. Vous avez vu, 95% des gens sont d'accord avec elle. En Italie, c'est un franc succès pour le coup. Ah ouais, il n'y a aucun doute, en fait. Alors en France, c'est pas transposable. Parce que, en fait, en Italie, le problème, c'est les eaux internationales et la mer, quoi. Donc en France, à partir du moment où les gens arrivent en France, ils sont tenus, au terme droit européen, de faire leur demande d'asile en France, pour le coup. Mais ce que fait l'Italie commence à intéresser beaucoup l'Union européenne. Ouais. Et on voit un truc intéressant sur le plan politique. C'est qu'au fond, la question des migrants, on a deux façons de l'aborder. De façon idéologique, c'est ce qu'on a fait depuis 50 ans, ou de façon pragmatique, et c'est ce qu'on commence à faire. C'est ce qu'on continue à faire, les Gilles Verdez et Thomas Guy. Oui, un peu. Monsieur, moi, ils ont pris une... Non, dans ce cas-là, je réponds, mais oui. Oui, mais on n'est pas chez votre mère ici. Non, mais je vous le dis. Non, mais si on ne va pas répondre à toutes les vannes, Thomas Guédolé, sinon... Non, mais c'est vrai. Non, mais, moi, mon problème, c'est les conditions de détention en Albanie qui ont été qualifiées d'inhumaines par plusieurs ONG de référence, dont Amnesty International. Le problème, c'est que vous qualifiez tout d'inhumain. Non, pas moi. Mais si. Pas moi, non. Si, c'est vous. J'ai une question pour Fabrice. Non, oui. Est-ce qu'ils font ça pour des raisons... Non, mais pardon. Oui. Pour Mélanie, est-ce qu'ils font ça pour des raisons économiques, c'est-à-dire faire des économies pour que tout ce que coûte l'immigration, ou pour des raisons de sécurité, pour éviter que ça dérape là-bas? Oui, il y a trois raisons, sécurité, économique et politique, en fait. Bravo. Sécurité parce que, effectivement, il y a un problème quand ils arrivent en Italie, ils se barrent dans la nature et on n'arrive pas à gérer. Économique parce que ça coûte très cher. Et politique parce que, elle a été élue sur la gestion de l'immigration et donc elle fait le programme pour lequel elle a été élue. Okay. Bravo. Vous avez vu que l'Élysée renonce à la hausse de son budget pour 2025, finalement. Voilà, ils sont venus en arrière. Pareil pour l'Assemblée nationale, pareil pour le Sénat. C'est annulé, Gilles Verdez. Heureusement. Non, mais je ne vous ai pas demandé, heureusement ou pas. Est-ce que vous pouvez nous donner les infos? Oui. C'était 300 millions de plus pour l'Élysée. Et donc, du coup, ce sera légèrement... Il y aura une toute petite hausse légèrement supérieure à l'inflation. Voilà. Mais du coup, l'Élysée a dit, dans ces conditions difficiles, nous devons donner l'exemple. Il y a un communiqué de l'Élysée circonstancié, voilà. Ouais. Quand... Je voudrais que vous réagissiez à ça. Vous, regardez comme il est beau avec son col relevé. Là. On dirait Cantona à Manchester United. Je l'adore. Je voudrais juste parler de ça. Est-ce que vous avez vu cette affaire? 15 associations ont annoncé aujourd'hui saisir le Conseil d'État pour supprimer un algorithme antifraude utilisé par la Caisse nationale des allocations familiales. C'est quand même incroyable cette histoire. 15 associations. Alors, je vous explique. Cet algorithme attribue à chaque locataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l'objet d'un contrôle. Plus il est élevé, plus la probabilité d'être contrôlé est grande. Donc, c'est un algorithme pour calculer la fraude des allocations familiales. Et il y a des associations, c'est incroyable, qui réclament l'interdiction de cet algorithme. Donc pour faciliter la fraude, en fait. Exactement, oui, voilà. Donc c'est incroyable. Ça, j'ai lu ça. J'ai dit, quand on marche sur la tête, c'est pas possible, c'est pas qu'on marche sur la tête, c'est incroyable. Alors, Gilles Verdez, on sait que vous êtes d'accord, voilà, donc c'est pas la peine de le dire. Voilà, c'est bon. On sait que vous êtes d'accord avec les associations, Gilles Verdez. Non, il est d'accord avec ça, je vous le dis, il est d'accord avec ça. Si, je vous jure qu'il est d'accord avec ça. Gilles Verdez, juste, de fait de la tête, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Voilà, merci. Merci, c'est bon, voilà, c'est bon. Merci. On ne peut plus rien faire pour ce gars, il est dans des sables mouvants. Raymond, est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte chez vous? À 20h26, je vous donne toutes les infos du jour, vous le savez, dans TPMP. Cette info m'a rendu folle. J'avais hâte de vous retrouver ce soir pour vous la donner. Je vous jure, je me suis dit, j'ai hâte de retrouver les téléspectateurs, le public, pour leur redire. Si, regardez, je vais vous la redire. Des associations, saisissent le Conseil d'État pour supprimer un algorithme antifraude utilisé par la Caisse nationale des allocations familiales. Selon le code source de l'algorithme utilisé entre 2014 et 2018, les associations affirment que les facteurs augmentant les scores de suspicion sont avoir de faibles revenus, être au chômage, bénéficier du RSA ou de l'allocation adulte handicapé. Les associations dénoncent que ces personnes sont en difficulté sont surcontrôlées. Je vous dis, c'est voilà. Donc, en vérité, aujourd'hui, c'est très compliqué, comme je vous le dis, de faire avancer les choses en France. Et c'est extrêmement compliqué. En fait, ce qui ne va pas dans leur truc, c'est que ce n'est pas un algorithme anti-fraude. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est l'algorithme qui décidait de supprimer les allocations, ce serait un énorme problème. C'est sûr. Là, c'est qu'en fait, on dit il y a des éléments de suspicion, c'est comme en matière fiscale. Hein. C'est ça. En matière fiscale, tu sais quels sont les éléments, effectivement, qui... Voilà. À partir du moment où tu as des hommes derrière, tu as des contrôles, et que les droits de la défense sont respectés, que le principe du contradictoire est respecté, il n'y a rien à dire. Ah bien sûr, mais bon voilà, c'est incroyable. C'est la prime à la malhonnêteté. Prime à la malhonnêteté, prime, bien entendu, à la délinquance. Non, merci. Non mais je suis d'accord avec ces trucs, donc on va être d'accord là-dessus en réalité, pour une fois, profitons-en.
On va en profiter une prochaine fois. Dommage. On devrait faire la même chose en fait pour les fraudeurs aux cotisations sociales côté employeur. C'est une excellente idée. Bravo, bravo. Je suis d'accord. Ben, moi, je suis d'accord. Vous voyez qu'on est d'accord. D'accord, on est d'accord, mais occupez-vous de Polska. Merci. Le chef a dit. Merci, non, mais c'est important. Merci. Juste, en Allemagne, un impôt sur les chiens rapporte beaucoup d'argent à l'État. Ça rapporte plus de 400 millions, 421 millions. Et j'ai fait le petit calcul. Pour la France, si on faisait cet impôt pour tous les animaux, mais c'est que je me suis amusé, parce que j'avais rien à faire cet après-midi, pour tous les animaux, tous, c'est-à-dire tous les animaux domestiques, ça rapporterait 8,8 milliards aux Français, à la France. On est compte si on fait un impôt sur tous les animaux par an. 8,8 milliards. C'est ça la solution. 8,8. Ah, vous êtes pour vous? Non, je suis contre. Parce que moi, j'ai peur. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai très peur de cet impôt, parce que moi, on dit souvent que j'ai une langue de lézard. Donc si on taxe tous les animaux, ça va me... Gilles Verdez est pour. Totalement pour. C'est incroyable. Les gars, Gilles Verdez, mais sans rigoler. Ça veut dire, Gilles Verdez, on a l'impression qu'il y a une flaque, il va... Super. C'est incroyable, ce gars. Et il veut mettre des impôts. Non, mais c'est vrai, il est pour les fraudes, il est pour tout, Gilles Verdez. Voilà. Mais franchement, Gilles, je vous jure, vous êtes incroyable. Il est incroyable, ce mec. C'est extraordinaire. Vous en pensez quoi, vous, Fabrice, juste oui ou non, juste pour dire. Vous êtes pour Évidemment non. Voilà, donc bah oui, je me dis aussi, vous ne pouvez pas être d'accord avec Gilles Verdez. Gilles Verdez. Mais c'est extraordinaire. C'est une source de revenu incroyable. Bon, on cherche de l'argent. Chaque jour, vous me dites, on cherche. Si je peux me permettre, en tout cas, sachez que je pense que c'est pratiquement sûr que ça va arriver. Ah oui. C'est en Suisse, c'est en Allemagne, c'est un scandale. C'est aux Pays-Bas, ça arrive. Vous savez, quand tu vois arriver le truc, on en parlait pour le Covid. Des pays qui payent moins d'impôts que nous, non? Oui, exactement. Et des pays à gauche, hein. Non, mais Raymond, toi, je crois que t'as pas compris un truc, et je te le dis, mon chéri. T'as tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, tout ce qui est pas bien, exact, tout ce qui est pas bien, on le prend. On paye déjà énormément d'impôts, mais on va rajouter un impôt parce que les autres l'ont fait. Mais on va pas te dire, on paye plus d'impôts que l'Allemagne. On va dire, non, mais l'Allemagne le fait. On laisse les radars sur la route. Bien sûr, il faut bien financer les fraudeurs. Gilles Verdez. C'est selon les villes, selon les races, c'est progressif. Je trouve ça formidable. Par exemple, un chien dangereux, c'est 600 €. Voilà. Un petit chien, c'est moins cher. Vous vous rendez compte si on vous taxait sur les conneries? Il y aura des subventions. Je peux vous dire que la dette de l'État, c'est terminé. C'est rideau. Attendez, laissez Gilles. Non, mais c'est miraculeux. Voilà, on cherche désespérément de l'argent. Voilà le miracle. Et donc on tape sur tous les gens qui ont des chiens, et notamment des gens qui ont peut-être des petits revenus. C'est leur petit bonheur à eux, et on va taper sur eux. Un chien, ça coûte déjà de l'argent. Ça veut dire que le veto, ça coûte de l'argent. Les vaccins, ça coûte de l'argent. Valérie, vous n'avez pas compris un truc. Ça veut dire qu'ils veulent qu'une seule chose, c'est qu'on meurt. C'est tout, c'est le seul truc qui va. C'est-à-dire que tu peux plus, je te dis. Les petits retraités qui ont le chien, on te l'enlève. La télé, on te l'enlève. Ils t'enlèvent la télé. T'aimes bien C8, t'as terminé. Merci, au revoir. Le chien, on te l'enlève aussi. T'enlèves en point ton chien. Et t'as terminé. Merci, non mais c'est un truc de fou ici. C'est du racket. Non, il faut qu'il réponde. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il réponde de ses actes. La personne qui a 2-3 chiens, elle a que ça, c'est sa distraction. Elle a un amour sur ses chiens. Elle est en précarité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye pour ses 3 chiens, ses 2 chiens, ou elle paye pas? Progressif, Raymond. Selon les villes, selon les gens, etc. Selon les revenus. Je vous le dis, laissez parler Gilles. Abandonner leurs animaux parce qu'ils pourront pas. Naïm, arrêtez de parler sur les autres. Gilles Verdez. C'est intelligent, c'est progressif. Vous comprenez le mot progressif? J'ai l'impression de parler progressif. Ça veut dire que ça va augmenter selon la taille du chien. Mais t'as pas répondu. Mais réponds pas, Cyril. C'est quoi? La question est simple. Oui, une personne qui est dans la précarité, qui a 2 chiens, 3 chats, on s'en fout pas. C'est ses animaux, elle vit grâce à ses animaux, elle voit que l'amour que par ses animaux, mais elle n'a pas d'argent pour vivre. Isabelle Moyo, comment elle fait? Est-ce qu'elle paye ou pas là, cette personne-là? Isabelle, par exemple, vous avez 2 chats, je crois. J'ai 2 chats et il y en a un qui est mort d'un coronavirus. Ah merde. Quand vous allez à une clinique et qui vous annonce le prix d'une opération, à côté de ceux qui abandonnent, il y a ceux qui sont prêts à tout sacrifier à leurs animaux. Le coût d'une opération, ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Et ben, le vétérinaire vous dit, est-ce que je vous l'opère ou est-ce que je l'euthanasie? C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas le choix entre la vie ou la mort de son animal. Donc toi, tu veux en plus leur coller un impôt? Mais c'est dégueulasse. Non mais les mecs, je vous avais compris, on peut plus avoir de voiture, on peut plus avoir de chien,
On peut plus avoir de télé. On peut plus avoir. Voilà, le seul truc qu'on peut avoir à la maison, c'est des vaccins. Et des squatteurs. Le reste, c'est terminé. Merci, c'est rideau. On vous enlève tout, terminé. Merci, au revoir. Le restaurant, c'est terminé aussi. Merci, le restaurant, fini. Le boulanger, c'est fini. C'est terminé, voilà. L'agriculteur, c'est fini aussi. C'est terminé. Vous voulez des bons légumes, du bon lait, etc. Terminé. Merci, au revoir. Vous dégagez. Vous voulez du poulet, vous allez l'acheter en Ukraine. Vous nous faites pas chier. Merci. Voilà, oui. Mais, sauf que Gilles Verdez, l'homme de gauche, n'a toujours pas répondu à la question de Raymond. Comment tu fais quand tu es dans la précarité, mais que tu as malgré tout des animaux de compagnie, parce que c'est important, parce que c'est ton équilibre, parce que voilà, c'est ta manière. Comment tu fais pour payer? Il y aura quoi? Il y aura des aides sociales? On va nous payer pour les animaux des autres? Comment ça, on va s'organiser? C'est progressif. Pour moi, c'est aussi progressif selon le revenu. Progressif. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question de mon neveu qui vous déteste. Il vous déteste. Et il est costaud, il peut te défoncer. Je l'aime bien. Non, il peut pas te blairer. Merci. Il te pose une question. Il est très marrant d'ailleurs. Il dit, est-ce qu'on peut taxer la mairie de Paris pour tous les rats? Ah oui, c'est des nacs, c'est des nouveaux animaux. Il est drôle, il est de ma famille. Il est drôle, il est de ma famille. Oui. Moi, j'ai l'impression que l'État n'a plus d'idées pour raqueter les Français. On les raquette sur les piscines, on les raquette sur les voitures, et là, on les raquette sur les chiens. Donc, en fait, déjà, arrêtez de raqueter les gens et arrêtez, à la place, vous, ne dépensez plus d'argent, faites des économies. Et ensuite, pardon, on parle de taxes sur les voitures, sur les piscines. Un chien, c'est pas un objet. Bien sûr. Un chien, c'est un être vivant. Il y a eu l'avion aussi. Un chien, c'est un être aussi. C'est un être vivant qu'on aime, dont on s'occupe, qu'on garde avec nous, qu'on soigne, on paye pour lui, on le garde pour toute la vie. Donc plutôt que dépenser des conneries dans les JO, dans les AME, etc., laissez les propriétaires de chiens tranquilles. Exactement. On dirait... Non, mais bien sûr. C'est quoi le kiff des Français? C'est quoi le kiff des Français? On a l'impression que ces gens ne connaissent pas les Français. Je vous jure que c'est vrai. On a l'impression qu'ils parlent jamais avec des Français. Je sais pas qui parlent. C'est un truc de fou. C'est quoi notre kiff? C'est les chiens. On est des kiffeurs de chiens, de chats. On adore ça. Non mais c'est vrai. Il y a déjà de la TVA sur la litière et les croquettes en plus. Non mais je vous dis. On a 74 donc là, si on résume depuis le début de l'année, on peut plus rouler. Terminé. On peut plus voyager. L'avion c'est terminé. Ils te mettent une taxe. On peut plus avoir de chiens. T'as bientôt plus de télé. T'as plus de pain. Il n'y a plus d'électricité, on ne pourra plus faire de pain. C'est vrai, c'est Tu n'as plus de légumes, il n'y a plus d'agriculteurs. Tu n'as plus de poulet. Tu n'as plus de produits laitiers. Plus d'AME bientôt. Non, il y a encore de l'AME. Plus d'animaux sauvages. C'est cadeau. Merci, c'est cadeau, ça c'est vrai. Merci Thomas, tu m'as mis sur un plateau. Taxer, ça doit avoir du sens. Quand on taxe par exemple les impôts, c'est pour que les plus riches redistribuent aux plus pauvres, il n'y a pas de problème. Taxer sur un chien, ça veut dire quoi? Alors le chien, il a une part quand tu fais une déclaration fiscale. Non mais c'est ça. Comme un enfant. Donc c'est des chiens qui doivent régler avec leur carte bleue. Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, je veux voir si ça passe ça. Je veux voir des chiens en gilet jaune sur les cartes. En train de lever la patte, je te dis. Franchement. En olive. Mais je peux te dire, en olive. C'est nous qu'on paye. Et la France, j'embrasse olive d'ailleurs. Et la France, c'est déjà un pays où il y a des records d'abandon d'animaux, etc. Donc quelqu'un qui ne peut pas payer, il aura le choix entre le tuer ou l'abandonner. Et puis comment tu vas faire payer? C'est un bâtard. C'est que quand tu fais la taxe, ce que tu dis, c'est son race. S'il vous plaît, Gilles Verdez a toujours été sympa avec vous. Mais là, tu vas vers les bâtards. Le chien. J'ai cru. Merci. Fabrice Division. En fait, c'est ce que dit Guillaume. Il y a un vrai problème dans ce pays sur le sens. Le sens de la fiscalité. La fiscalité, c'est pas juste pour réparer les conneries de nos politiques. Exactement. La fiscalité, normalement, c'est censé effectivement être une redistribution sociale et améliorer le sort des gens. Là, actuellement, on paye de plus en plus et les gens vont de moins en moins bien. Il faut quand même se demander à un moment donné. Alors moi, je vis dans un pays également où c'est l'inverse qui est fait. En Italie, en Italie, vous avez depuis maintenant quelques années 19% en fonction du revenu, en gros, du montant des frais vétérinaires qui sont déductibles fiscalement. Non. Et vous allez avoir une prime, je ne sais pas si ça a été voté, mais c'est en cours, une prime pour aider finalement les propriétaires d'animaux, je crois que 150 €, pour aider les propriétaires d'animaux. Donc nous, on fait exactement l'inverse, en fait. Eux ont considéré que c'était une dépense. En Italie, tu me disais un truc, un Italien, il me dit, en Italie, on aime les pâtes, mais on vous tend la pâte. Mais c'est une question intéressante parce qu'on a un vrai problème de sens de la fiscalité en France, c'est comme ça. Et alors c'est marrant que vous parliez de progressif, d'employer ce mot de progrès. C'est l'archaïsme absolu ce que vous proposez. Parce que rappelez-vous qu'on a eu des impôts sur les fenêtres, les impôts sur les animaux ont déjà existé. Et en fait, le problème, c'est que quand la fiscalité n'a plus de sens, finalement, on l'abandonne. Et là, vous proposez de revenir au passé. Ça n'a aucun sens, Les votre truc. arguments sont débiles.
Alors, me lancez pas là-dessus. avec Angela Merkel. Non, mais mettons des impôts sur les enfants à ce moment-là. C'est pareil. Non, mais c'est ça. Les chiens, c'est des êtres vivants. Mais écoutez, dans ce cas-là, mettons nos impôts sur les cheveux. Oui, les aspirateurs, surtout, les machines à café. Au Danemark, enlève des parts fiscales. on fiscalise Alors, au Danemark, on fiscalise les paies de vaches. Non. C'est pas vrai. Bon, heureusement qu'il. Il y a un mec tout le temps à côté à cause de l'environnement. Les pets de vache. Il y a un mec qui fait ça. Merci. C'est génial. Non, c'est qu'on a un quota. Mais puis-je me permettre de vous poser une question, Cyril? À qui? À vous? Allez-y. Vous êtes un homme d'argent, vous savez compter, vous aimez la France. Moi, je suis un homme d'argent. Vous savez Quelle compter, honte. vous Ça aimez démarre la déjà France. extrêmement mal, cette question. Ça démarre extrêmement mal. Et chaque fois que je dis vomir, il faut être généreux, etc., vous me dites la France est ruinée, il faut de l'argent. Là, je vous offre une possibilité, comme l'Allemagne l'a fait, de générer 420 millions à minimum. En France, ça ferait 1,2 milliard, j'ai calculé. Bon, bah, alors, a fortiori, vous voyez que vous êtes un homme d'argent, vous avez calculé. Et si on met les chats, ça fait 3 milliards. Bon, bah, voilà. On veut faire des économies. Avec une taxe injuste. S'il vous plaît, laissez-le parler. Voilà 3 milliards générés assez facilement sans ruiner les gens. Pourquoi vous me retombez là-dessus? Enlève l'AME, enlève les urinoirs solaires à Paris qui coûtent à rien plutôt que d'emmerder les Bien sûr, enlevez les urinoirs solaires, enlevez l'AME, oui. Enlevez tous les kiffs pour les Français, on en a marre. On veut kiffer un chien, on aime les chiens, on aime les animaux, on aime les chiens, on aime les chats. Aussi, j'aime les chiens. Non, vous n'aimez rien. Si. Non, vous n'aimez rien, vous arrêtez, vous n'aimez pas la France déjà. J'aime les chiens. Vous n'aimez pas la On verbalise déjà quand il y a des crottes sur le trottoir qui ne sont pas ramassées, quand il y a bien une sûr. laisse, quand il n'y a pas une mise On de nous bière enlève sur un tout. chien. À un moment, moi je suis pour. Les Français, j'ai l'impression, on prend toutes les mauvaises idées qui sont faites en Europe et toutes les bonnes idées, on les prend pas. On dit non, c'est pas pour nous. C'est vrai, on prend que les mauvaises idées. C'est un truc de. Il y a un truc quand même, c'est qu'en arrivant ici, je pensais à ce truc et je me suis dit, c'est impossible. Il n'y a pas un con dans ce pays qui sera favorable à cette mesure. Oui. Bon. Voilà. Alors on va voir le sondage. Tiens, peut-être que Gilles va être un peu plus haut que d'habitude. Regardez. Oui, 16%, Gilles, c'est un de vos meilleurs scores. Gilles, j'ai envie de vous dire, waf waf. Évidemment, il n'y a pas d'animaux, donc c'est. Non, mais vous n'avez pas. Excusez-moi, Cyril, j'attendais cette remarque perfide qu'on m'attaque. Alors là, je vais répliquer. Et je ne rigole pas. Depuis une semaine, j'ai un chien, un bichon, il s'appelle Vito. Ferme ta gueule, Jean-Michel. À une semaine prête à propos. Il a un chien et il a plein de rats. Merci. Il n'a plus de femme, il a un chien. Merci Fabrice Divisio. Merci Fabrice Divisio d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur. Dans un instant, les chéris, on va revenir. Il y a Fabien Lecoeuf, bien entendu, qui arrive. C'est au Touquet, ça. Enlevez-le. C'est une des meilleures. Enlevez-le. Il y a Amaury Bucco qui arrive également. Et les chéris, il y a des infos incroyables. Énorme rebondissement dans l'affaire Kylian Mbappé. C'est fou ce qui se passe autour de cette affaire et les informations, la soirée à Stockholm. On va vous faire tout le déroulé de la soirée. On a toutes les infos. C'est fou cette affaire. Et puis, on verra sur Gérard Depardieu. Le complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Énorme rebondissement aussi. Je vous le dis, là, c'est un truc de fou. Et malheureusement, le corps de Lina a été retrouvé. Oui, c'est un... on parle de cette histoire depuis des semaines et des mois. Amaury Bucco nous dira ce qui s'est passé. Ce sera dans un instant. À tout de suite. Merci. Merci d'être avec nous, les chéris. Il est 20h47. On est en direct. Ça touche pas, mon pote. Merci, Bigla. Oui, Fabien Lecoeuf d'être avec nous. Merci, Bigla. Merci. Également à Amaury Bucco d'être là. Il y a énormément de dossiers. On va démarrer direct avec cette affaire. Complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Apparemment, la preuve de la manipulation serait irréfutable. Et Jules Torres est avec nous. Et Gilles aussi a des infos. Merci Jules, c'est toujours un bonheur de vous avoir. C'est de JDD. Merci à toi, moi. Merci, c'est toujours un bonheur. C'est le JDD qui a révélé cette affaire. C'est un gros scoop, c'est une grosse manipulation. C'est incroyable. France TV est sur le grill, si je puis dire. On a notre ami Florian Ancel qui a mis la main sur les procès-verbaux des 3 protagonistes de ce complément d'enquête. Vous savez, Gérard Depardieu, ses proches, son avocat, dénonçaient un montage fallacieux. On se souvient de cette scène du Haras où il y a une jeune fille et Gérard Depardieu a des mots graveleux, a des mots sexistes, voire pédophiles. Eh bien, la réalité des faits, et on le défend depuis bientôt quasiment 10 mois, c'est que Gérard Depardieu n'a pas tenu ses propos sur cette petite fille-là, mais sur une autre fille-là. C'est sûr ça ou pas? Et ce n'est pas sûr. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que les rushs n'existent pas. Les preuves accablantes qui sont avancées par complément d'enquête n'existent pas. On va expliquer ce que sont les rushs.
c'est tout le tournage, en fait, sans montage, sans qu'il y ait du montage. Et 20 heures. Et donc, la réalité des faits, c'est que l'image ne correspond pas à la vidéo. Ça, c'est chaud. Ouais. Et au son. Et donc, complément d'enquête a diffusé des rushs qui n'étaient pas les bons, qui ne correspondaient pas à l'image, qui ne correspondaient pas à l'audio. Ensuite, ils ont assumé, ils ont fait un constat d'huissier que d'ailleurs personne n'a vu. Il n'y a que France Info qui a eu le droit à ce constat d'huissier. France Info qui est dans la même boîte donc que Complément d'enquête et que France TV. La vérité, c'est que c'est une grande manipulation qui, en réalité, veut simplement nuire à la réputation de Gérard Depardieu dans un contexte dont on sait qu'il est brûlant. Et donc, la vérité, c'est que le monteur dit dans les procès-verbaux, sous serment, Gérard Depardieu ne regardait pas, n'apparaissait pas à la caméra sur cette séquence-là. Incroyable, Gilles Vernet. Oui, il explique. C'est fou, hein, à 20h49 en direct, cette information est incroyable. Hein. C'est vrai que Jules Torres me dit que c'est une information incroyable, c'est vrai que c'est fou. C'est ce qu'on dit surtout depuis des mois. C'est-à-dire que France TV a dit qu'on les traînait dans la boue, qu'on mentait, alors qu'on le maintient depuis le 7 décembre dernier. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, sur France 5, autour du 20 décembre, avait dit déjà « je me méfie de ces montages ». Exactement. Et on voit bien qu'il avait des informations sans doute avant nous, sans doute avant Complément d'enquête. La vérité, c'est que Complément d'enquête a diffusé des images qui ne collent pas au son. C'est fou, Gilles Vernet. Parce qu'il y a 3 procès-verbaux. Alors c'est vrai que le monteur, il dit au moment où il y a la scène du haras, la caméra n'était pas sur Gérard Depardieu. Autrement dit, ce qu'on voit n'est pas vrai. Oui. Première impossibilité. Et puis, il a la deuxième chose qui me paraît folle, c'est monsieur Anthony Dufour. Alors lui, c'est le président de la société de production qui détient normalement les rushs. Lui, il dit à un moment, je n'ai pas visionné tous les rushs. Je n'ai visionné que des petits morceaux. Très bien. Mais le réalisateur, lui, a tout filmé. Et puis, suite de son interrogatoire, de son audition, j'affirme que les éléments les plus marquants ont été diffusés dans le reportage. Comment peut-il affirmer ça alors qu'il n'a pas tout visionné? Donc c'est une multitude de contradictions qui font qu'effectivement, France TV, qui ne veut pour l'instant pas répondre, ne souhaite pas communiquer sur le constat. Ils ne veulent pas donner ces images et surtout... Gilles Verdès parle d'Anthony Dufour, donc, qui est le patron de Iraqi Productions. Iraqi Productions qui détient des images qu'ils ont volées à Yann Moix depuis 2018. Ces images-là, elles datent de 2018. Elles sont ressorties en 2023 au moment du début de l'affaire Depardieu. Vous savez, il y a des femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. Et donc, finalement, ce complément d'enquête ne fait que nuire à la réputation de Gérard Depardieu en même temps que ces accusations-là. C'est extrêmement grave. Autre contradiction, celle du réalisateur. Alors, le réalisateur, il dit, toujours dans son PV d'audition, on a monté le moins possible. Il estime qu'il y a très peu de montage quand Gérard Depardieu parle. Mais quand il dit très peu de montage, il reconnaît donc qu'il y a montage. Bien sûr. Très peu, ça veut dire qu'il y a montage. Donc en fait, c'est une somme de contradictions qui anéantissent totalement la thèse initiale de Complément d'enquête. C'est fou. C'est fou, oui. Et nous, depuis donc 10 mois, on a demandé à de maintes et maintes reprises que France Info, que France Télévisions nous donnent les rushs. Ils refusent de les donner. Ils refusent de nous donner ce constat d'huissier. Figurez-vous que même la juge d'instruction a demandé à ce que France Télévisions nous donne les rushs, mais dans les procès-verbaux que le GDD a pu consulter, et Anthony Dufour, le patron de Iraqi, et le réalisateur refusent de dire où ils sont. Ils disent même qu'ils sont quasiment introuvables. Donc on ne saura sans doute jamais la vérité. La vérité, elle est simple. C'est que ce complément d'enquête a été créé pour nuire à Gérard Depardieu. Ils ont dû jeter les rushs. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on est coupable. Exactement, bah oui. Donc on se dit, voilà, à mon avis, ils ont dû dire, vous détruisez les rushs, terminé, comme ça on n'a plus de... Et il faut savoir, ils ont 5 ans ces rushs-là. Ah oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte, c'est extrêmement grave. Yann Moix l'avait dit depuis le début. Yann Moix l'a dit le lendemain. Et Jérémy Assous, son avocat. Jacques Cardoz aussi. Jacques Cardoz l'avait dit également. C'est incroyable. Julie Depardieu avait fait une tribune pour dire que son père ne parlait pas comme ça. On connaît Gérard Depardieu, on sait qu'il peut avoir des propos très graveleux, mais pas sur une enfant d'une dizaine d'années. La réalité, lui, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il prononçait ces paroles qui sont évidemment sexistes, évidemment graveleuses, mais à propos d'une femme qui avait une quarantaine d'années et qui était elle aussi sur un poney. Si je peux me permettre de défendre, et vous le savez que je l'aime bien, je le dis, je la défends aussi parce que j'aime bien, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, je pense que Delphine Ernotte n'a rien à voir là-dedans et que Delphine Ernotte, forcément, elle protège ses équipes et qu'ils ont dû lui dire, elle a dû les convoquer, elle a dû leur dire, vous êtes sûrs de vous? Et ils ont dû lui dire dans le bureau, on est sûr de nous. Et donc ils ont dû mentir à leur patronne. Donc Delphine Ernotte,
l'incriminer là-dessus, je suis désolé, on ne peut pas. Ni Delphine Ernotte, ni Stéphane Sidbon Gomez, ça serait un... Mais je le sais, comment ça se passe, c'est qu'ils ont... Et elle a dû se dire, s'il me le dit, je suis obligé d'aller défendre mes équipes. C'est ce que j'aurais fait aussi. Et j'aurais fait la même chose qu'elle. Et tu as raison, Cyril, depuis le début, c'est pas celle qui est la plus désagréable. Oui. Celui qui est le plus désagréable, c'est celui qui dirige, entre guillemets, complément d'enquête, c'est Tristan Walex. Exactement. Et d'ailleurs, c'est vrai, Tristan Walex s'est encore mis un tweet sur... Mais là, à mon avis, il doit passer une mauvaise soirée. Il a dû passer une très mauvaise journée. J'espère quand même qu'il va réagir. Mais vous savez, comme ça sort Delphine Ernotte, elle va quand même réagir là. Je pense qu'elle va réagir et prendre des sanctions, c'est sûr. En tout cas, à mon avis, on a aujourd'hui des faits, des procès-verbaux. Oui. J'imagine que l'avocat de Gérard Depardieu, ses proches, son entourage, vont mettre le plus possible la pression sur France Télé pour que non seulement il retrouve ses rushs, mais qu'il y ait ensuite des excuses. Parce qu'ils ont nui à la réputation de Gérard Depardieu. Ces rushs n'ont pas été prononcés comme l'image diffusée devant des millions de personnes ont été diffusées. D'ailleurs, j'en profite pour dire que complément d'enquête, ça ne marche quasiment plus. Il n'y a que celui sur vous et celui sur Gérard Depardieu qui montent. C'est les deux plus fallacieux. Exactement, c'est vrai, exactement. Après, moi, vous savez, ils m'ont fait du bien. Plus de 3 millions de téléspectateurs, merci à eux. C'est le record pour France Télévisions sur une deuxième partie de soirée. Donc ça m'a fait plaisir, parce que j'aime bien Delphine Ernotte, donc si elle peut faire des records d'audience avec moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai démarré là-bas. Donc écoutez, franchement, ça me fait plaisir. Et s'ils veulent en refaire un, ça serait avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de refaire remonter les audiences des autres chaînes. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Puis ça me fait plaisir, je l'ai toujours dit, j'aime beaucoup Delphine Ernotte. Je l'ai toujours dit ici. Voilà, merci. Et dernière petite anecdote, Cyril. Dans les procès-verbaux et dans l'instruction et dans l'audition d'Anthony Dufour, à un moment donné, il dit Gérard Depardieu a été entendu par la jeune petite fille qui est nord-coréenne. Et d'ailleurs, elle a été choquée et elle s'est retournée. Comment une petite fille de 10 ans nord-coréenne aurait pu se retourner et aurait pu comprendre ce que Gérard Depardieu a dit en français. Non, mais Bref, c'est une manipulation de bout en bout, cette histoire. C'est fou, exactement. On va parler de cette affaire. Merci Jules, en tout cas, c'était extrêmement intéressant. On va parler de ce cycliste tué par un automobiliste qu'il renverse après une altercation. C'est un truc de fou. Oui, ça s'est passé lundi en plein centre-ville de Paris, en pleine journée, puisqu'on était dans le quartier de la Madeleine, aux alentours de 17h45. Vous avez un conducteur de SUV, vous savez, c'est ces grosses voitures, genre 4x4, qui roule et qui coupe la route, en fait, d'un cycliste. Le cycliste n'a pas klaxonne, il est furieux et donc il tape sur le capot de la voiture. À ce moment-là, le ton monte entre les deux. L'automobiliste remonte dans sa voiture et percute volontairement, a priori, le cycliste. D'abord, il lui roule sur le pied et ensuite, il lui roule sur la tête. Donc évidemment, c'est un bain de sang. Le cycliste meurt très rapidement malgré l'intervention des passants, malgré l'intervention des secours. Il s'appelait Paul, il avait 27 ans. Et l'automobiliste de son côté, lui qui a 52 ans et qui était avec sa fille dans la voiture, a été interpellé. Il est poursuivi pour meurtre, puisqu'on estime, a priori, qu'il a percuté volontairement ce cycliste. Et puis, la mairie de Paris, de son côté, en a aussitôt profité pour continuer sa croisade contre les voitures et les SUV en demandant leur interdiction pure et simple dans Paris. Merci, on va parler dans un instant qui a MAP juste avant. Fabien Lecoeuvre, vous nous parliez hier de déménagement de Catherine Fro, qui a acheté l'appartement de Christine Bravo. Ça s'est fait, ça y est, la promesse a été signée? La promesse a été signée, même les cartons sont en train de se faire. C'était début de semaine dernière. D'accord, parce que j'ai eu Christine Bravo hier, elle m'a dit que c'était il y a 18 ans. Mais non. Non. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. J'ai eu Christine que j'embrasse fort et que j'aime, qui vous regarde. Voilà, vous êtes sûr que c'est le même appartement? Ah oui. Elle en a pas vendu plusieurs à Catherine Fro. Merci en tout cas pour cette info. C'est toujours important d'avoir des infos. Des infos qui sont vraiment des infos toutes fraîches. Et j'embrasse Christine que j'aime d'amour, qui est la meilleure. Voilà, Christine, un jour. Mon rêve, Christine, serait un jour que tu travailles avec moi. Voilà, tu le sais. Je t'aime. Tiens, visite du roi. Du roi belge. Ça, c'était lundi soir, c'est plus frais. Hein. Oui. C'est plus frais. C'était lundi soir à l'Élysée. Vous savez que le roi des Belges, Philippe, et la reine Mathilde étaient à Paris. Et bien sûr, grand dîner organisé à l'Élysée. Oui. Et ils ont eu la bonne idée ce soir-là de faire des tables pour tous les invités, belges et français. Ils avaient donné, chaque table avait un nom de château, français et belge. Donc on avait Asile-Rideau, on avait Chenonceau, et on avait la table Chambord. Chambord, ah ouais. Et à la table Chambord... Alain Chamfort? Chambord, c'est le château de Chambord. Alain Chambord. Et à la table de Chambord, c'était Rachida Dati qui présidait la table. Chambord, évidemment. Et vous savez c'est une fille très joyeuse en privé, très drôle, très... Même dans la vie. Hein. Dans la vie en général. Mais même professionnellement, voilà. Elle est toujours sympathique. Donc c'était la table la plus joyeuse de la soirée. Là où on riait le plus. D'accord. C'est ça les infos? Non, attendez, laissez-moi aller au bout. Et en fait, à un moment donné, vous savez, l'orchestre qui était là jouait
des chansons franco-belges. D'accord. Et puis bien sûr, ils ont fait la chanson L'Envie de Johnny Hallyday, parce que grand titre de Johnny avec son papa était belge, évidemment. Et puis c'est le titre préféré du président Macron. D'accord. Et à un moment donné, Rachida s'est levée, elle a fait tourner sa serviette, et toute la salle a fait tourner la serviette. Oh la vache. Ça, c'est quand même génial. C'est une info. Bah, c'est extraordinaire. Chanson, excusez-moi, vous allez vous foutre de notre gueule encore combien de temps? Le prix Pulitzer a téléphoné. Non, mais vous foutre de nous encore longtemps. Mais ça a moins de 48 heures. C'est quand même moi intéressant. aussi, je peux dire qu'il y a moins de 48 heures. Non, chanson préférée du président. Il a eu les 2 premiers disques qu'il a achetés. C'est l'album de Goldman Gang. J'en ai parlé avec lui, sur lequel figure L'Envie d'ailleurs. Et c'était en 85. 86, le président à l'époque, il est né en 77, donc calculé. Il était encore jeune. Et en 89, son album culte, c'est Kama Sutra de Paul Naref. D'accord, merci. Voilà, c'est les 2 premiers albums qu'il a achetés dans sa vie. Merci. D'autres, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Un ex-détenu fait absolument tout pour revenir en prison. On reviendra sur Fabien dans un instant. C'est Gilles, c'est vous ça. Alors ce détenu, il est incroyable. Il s'appelle Bruno. Il a 38 ans, il est SDF. Il vient pas d'Agen? Bruno d'Agen. Bruno d'Agen. Il ne supporte pas la liberté. Voilà. Donc il a été remis en liberté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en douce dans la prison, ce qui est un délit. Mais seulement, il s'est fait arrêter parce qu'il est maladroit. Il a profité de l'arrivée d'un véhicule pénitentiaire. Les portes étaient ouvertes. Il est entré, comme ça, triomphant. Il s'est fait arrêter immédiatement. Alors, ça pourrait être drôle, mais ça l'est pas. Parce qu'à chaque fois, il commet des outrages. Outrages sur policiers. Il badigeonne sa cellule d'excréments. Ah ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le remet en prison. Bien sûr. Puis, il est remis en liberté. Mais ça ne lui suffit pas. Donc, du coup, on commence à dire... cellule avec des excréments, c'est pas possible. On l'envoie à l'hôpital. À l'hôpital, ça lui va. Mais à un moment, il faut qu'il soit jugé. Il refuse d'être extrait de sa cellule. Il est replacé en garde à vue. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse les ordinateurs de la police. De nouveau, outrage sur policier. Donc à ce moment-là, on le remet en cellule. Il faut qu'il soit jugé. Eh ben, il va refuser d'être extrait de sa cellule. Comme ça, il ne pourra pas être jugé. Pour le moment, il est toujours dans sa cellule, badigeonné d'excréments. Voilà. Écoutez, c'est l'homme qui n'aimait pas la liberté. Oui, apparemment, il aime autre chose. Merci. Excusez-moi de le dire. Fabien Lecoeuvre, on va parler de Jean-Paul Belmondo, que j'aime, vous le savez. Et j'adore aussi Paul Belmondo. J'aime toute la famille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème sur l'héritage? Alors, il y a un souci dans la succession qui est très compliqué. Belmondo nous avait quittés déjà, c'était le 6 septembre 2021. Et il nous manque. Il avait 4 enfants. Oui. D'un premier mariage avec Élodie, c'est important de resituer le contexte. Il y a eu Patricia, qui est décédée malheureusement dans un incendie en 93. Oui. Après, il y a Florence et Paul Belmondo. Mais une fois qu'il avait quitté sa première épouse, il a eu aussi un autre enfant avec Nati, cette ancienne Coco Girl, qui s'appelle Stella. Donc, ils sont 4 enfants, réellement. Et ça paraît très compliqué parce qu'on lui reproche aujourd'hui les 2 filles, c'est-à-dire Stella et Florence, les 2 sœurs de Paul, donc, reprochent à Paul d'avoir détourné frauduleusement 100 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, hein, 100 millions d'euros de biens à Paul. C'est ce qu'on lui reproche. Paul, c'est un type exceptionnel. On lui reproche aussi, Paul, recel successoral. Alors, recel successoral, c'est-à-dire c'est quand, quelques années ou quelques mois avant la disparition d'un membre de la famille, il y a eu des donations qui ont été faites. Voilà, donc les autres héritiers peuvent reprocher, s'ils n'ont pas touché leur quote-part, que finalement, il y a une fraude encore sur la succession. Et puis, on lui reproche aussi sur les sociétés immobilières dont Paul a reçu la moitié du capital des sociétés. Donc, les 2 autres filles aussi se plaignent. Donc, ça paraît, c'est très compliqué. On en est au début de l'affaire. Tout vient de sortir, notamment la propriété à Antigua, aux Caraïbes, que détient Paul. Et les autres filles demandent une quote-part, évidemment, sur la propriété Antigua. Il se justifie à chaque fois, Paul. Oui. À chaque voilà, fois. bien sûr. Mais Paul, je l'adore, ce mec. Et il a gagné un premier procès en référé. J'espère pour lui. C'est un type exceptionnel et il sait que je l'aime énormément. Et une dernière affaire, encore sur Paul, si vous me permettez. En 1990, Paul Belmondo a prêté l'équivalent de 10 millions d'euros à son père. Ils sont passés chez le notaire, ils ont fait évidemment un accord, évidemment, et ils ont fait un report de remboursement. C'est-à-dire Jean-Paul Belmondo, l'acteur, devait rembourser à son fils Paul, évidemment, ces 10 millions que son fils lui avait prêtés, et ils ont reporté jusqu'en 2025. Donc il y a des histoires de notaires, d'avocats, de prêts, de sociétés. C'est une affaire qui va durer 10 ans. Hein. Très bien. À mon avis. Mylène Farmer et Marc Lévy, les rumeurs sont relancées. C'est quoi ça? Oui, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2001. Non, non. En 2001, c'est pas si longtemps,
C'est-à-dire qu'en fait... Il y a Quand même, 23 ans, 4 ans. Ouais, ça fait 24 piges quand même. Sur l'échelle du temps, c'est pas très long non plus. Ah oui, Bon, alors en 2001, vous savez, on parlait que Mylène Farmer, à ce moment-là, aurait eu, je dis bien, aurait eu une liaison avec Marc Lévy. Marc Lévy, c'est lui qui avait fait son premier ouvrage, qu'il avait vendu déjà des millions d'exemplaires sur la planète. C'est le plus gros vendeur de livres au monde, Marc Lévy, aujourd'hui. Et donc, alors on pensait qu'ils étaient français, mais pas au monde. Oui, non, mais je parle en français, bien sûr. Merci de préciser, merci. Et donc on pensait qu'ils avaient une liaison, mais personne n'a jamais évoqué vraiment cette histoire. En 2001. Et il se trouve que la semaine dernière, Marc Lévy a fait une déclaration à ses internautes en disant que c'était une des femmes les plus importantes de sa vie, elle a compté énormément dans sa vie. C'est la première fois qu'il parle de Mylène Farmer. Mais ce qu'il faut raconter, c'est que, souvenez-vous du deuxième livre de Marc Lévy, la couverture, c'était un dessin de Mylène Farmer qui était sorti en 2001. C'est ce qui avait mis un peu la puce à l'oreille de tous ces gens qui pensaient qu'ils étaient ensemble. C'était un petit personnage qui s'appelait Lisa. C'est vous Oui, peut-être. Voilà, voilà, regardez le personnage qui est derrière. C'était la couverture du livre de Marc Lévy qui s'appelait Où es-tu ? Et donc, voilà, et on n'a pas fait le rapprochement. Et puis maintenant, il en parle, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les rumeurs enflent encore en disant, mais peut-être qu'ils auraient vraiment une histoire ensemble. On ne sait pas, voilà. Vous savez, c'est les stars, elles ont toujours des rumeurs qui courent derrière. Ah, sûr, on voit que vous n'êtes pas une star, il n'y a aucune rumeur derrière. Non, c'est pour le moment. Amaury Bucco, le corps de Lina vient d'être retrouvé. C'est une info qui vient de tomber. Alors c'est Gilles Verdet. Oui, son corps a été retrouvé immergé dans un cours d'eau près de Nevers, dans la Nièvre. Le parquet de Strasbourg a officialisé la nouvelle par un communiqué, donc c'est une nouvelle extrêmement récente. Lina, donc, elle a disparu depuis plus d'1 an, le 23 septembre 2023, et elle n'avait plus donné de nouvelles. On en a parlé beaucoup ici. Depuis 11 heures, elle partait retrouver son petit ami et marchait vers la gare de Sainte-Blaise-les-Roches. Il y avait eu de multiples recherches pour la retrouver qui n'avaient rien donné. Et fin juillet, on avait retrouvé son ADN dans une voiture volée. Donc il y avait eu beaucoup de fouilles menées en relation avec cette voiture et le propriétaire du véhicule qui s'est suicidé début juillet à Besançon. Il avait 43 ans, Samuel G. Et donc aujourd'hui, eh bien, les enquêteurs ont, je dirais, hélas, tragiquement retrouvé le corps de la jeune adolescente près de Nevers. Je pense très fort, bien entendu, à la famille de Lina et à ses proches. Forcément, c'est un drame. On va parler maintenant de Kylian Mbappé, accusé de plein de choses dans les médias suédois. Et il s'est passé énormément de choses depuis hier sur l'affaire Kylian Mbappé. On va faire tout le déroulement de la soirée du mercredi 9 octobre. Et il y a énormément d'infos qui sont sorties, notamment cette affaire d'avortement aussi qui sort. Il y a plein de choses qui sortent, c'est devenu incroyable. C'est fou cette affaire. Gilles, on va revenir sur la soirée et le déroulé pour nos téléspectateurs. Il va donc en Suède, c'était le 9 octobre. Oui, absolument. Donc il bénéficie de 4 jours de congé donnés par le Real Madrid, puisque ce sont les équipes nationales qu'il joue. Lui, il n'a pas été appelé en équipe de France. Il est à Madrid et il est en congé. Donc, il part en jet privé. Il fait Madrid-Stockholm mercredi 9. Dans le jet privé, il y a lui, son assistante personnelle, qui lui sert pour tout ce qui est extra-sportif. Voilà. Un garde du corps. Et à Stockholm, il retrouve un ami de Kylian Mbappé qui s'appelle Nordi Mukiele, qui est un joueur du PSG qui a joué avec Mbappé et qui aujourd'hui évolue à Leverkusen, qui vient les rejoindre. Donc, ils sont 4 à ce moment-là. Le mercredi soir, ils vont dans une boîte de nuit qui s'appelle le V. Ils privatisent la boîte parce qu'en semaine, elle est fermée. Dans cette boîte de nuit, il y a le clan Mbappé, ses proches, et puis une vingtaine de personnes, alors on dit 20 ou 30, beaucoup de jeunes femmes suédoises qui se retrouvent pour un anniversaire. On ne sait pas à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de femmes suédoises qui ont été, il y avait beaucoup de filles, voilà, ça qui a été dit, voilà, qui ont été invitées, c'est quoi? Qui ont été invitées, voilà, qui se retrouvent là. Ils ne se connaissaient pas. Ouais. Ils ne se connaissaient pas. Voilà. Alors, ils ont privatisé une soirée, ils ont invité des jeunes filles. Des jeunes filles suédoises, voilà. Ça, c'est la première soirée. Ce qu'on avait dit hier, c'est que ces jeunes femmes, les participants, doivent laisser leur téléphone dans des pochettes. Et il y a des informations précises parce qu'il y a dans ce club une salle de ping-pong. Voilà. Donc, Mbappé est vu là-bas par des témoins. Il danse, il joue un peu au ping-pong. Et puis, il rentre à l'hôtel. Voilà. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi soir, Mbappé et ses amis vont dans un restaurant qui s'appelle Chez Julie, un restaurant où on fait de la cuisine française.
Chez Joly, pardon. C'est là que Mbappé va être vu à 00h30 par un photographe suédois, d'Aftonbladet. Il va être pris à 00h30 en photo. Amaury, le micro d'Amaury, merci. Il va être pris en photo, voilà, on le voit là. Donc il est surpris, il semble se diriger vers le paparazzi, c'est un paparazzi. Puis finalement, il va dans un van. Et après le restaurant, il retourne dans la boîte de nuit. Deuxième soirée dans la boîte de nuit levée. Toujours privatisée. Et cette fois, visiblement, le propriétaire de la boîte a, entre guillemets, sélectionné des participants et des participantes. C'est-à-dire que soit les mêmes que la première soirée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a fait le casting. Voilà. Après cette soirée, Mbappé va vers son hôtel qui s'appelle l'hôtel Bank dans Stockholm. Voilà. Ce qu'on ne sait pas exactement, c'est si la jeune femme, la jeune plaignante, je vais décorréler tout ça, à ce moment-là, est dans la mouvance de Mbappé. Pourquoi elle arrive là? Comment elle arrive là? Il y aura des caméras de vidéosurveillance qui seront analysées pour savoir ce qui s'est passé. Mais donc, ce qui se passe, c'est que le lendemain, le vendredi, pendant que Mbappé, lui, part en Corse, toujours en jet privé, l'après-midi, cette jeune femme se présente à l'hôpital, va dans un service spécialisé dans les femmes victimes de violences, notamment sexuelles, et elle va porter plainte, soit le vendredi, soit le samedi. Voilà. Apparemment, selon la presse suédoise, je prends des précautions, selon la presse suédoise, elle décrit la chambre d'hôtel, et à ce moment-là, elle donne des détails. Voilà. La justice suédoise annonce qu'elle enquête, mais ne donne jamais le nom de Mbappé. Il y a le secret de l'instruction total en Suède. Le nom de Mbappé n'est pas cité par la justice, il est cité par la presse qui certifie jusqu'à hier soir, nous sommes sûrs à 100% que la personne visée par la plainte est Mbappé. Ça appartient à la presse suédoise. Le lundi, il y a des perquisitions. La chambre est perquisitionnée. Guillaume le disait, il y a une culotte, un haut, un pantalon qui sont saisis. Voilà. Toujours aucune révélation sur le nom de la personne mise en cause dans la plainte. La nouveauté, c'est ce que RMC notamment a annoncé aujourd'hui, c'est que le clan Mbappé est sûr à 100% que c'est bien lui qui est visé par la plainte. Voilà. Oui, les proches de Kylian Mbappé s'attendent à ce que son nom sorte. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est coupable, du tout. Moi, mais ça, absolument, vous l'avez dit. Absolument. Voilà, je le connais un peu. Bien sûr. Je ne le vois pas. Après, il y a énormément de choses qui sortent sur Kylian Mbappé parce qu'en fait, il y a aussi cette histoire avec le PSG. Oui. Et il a incriminé le PSG. Et il y a eu cette histoire qui est sortie, notamment Daniel Riolo qui l'a raconté. C'est incroyable l'histoire qu'a raconté Daniel Riolo sur RMC. Hein. Alors, est-ce qu'on peut raconter ça? Parce qu'il y a plein de choses qui sortent sur Kylian Mbappé. Absolument. Donc ça part en fait du moment où Mbappé parle d'une fake news, veille d'audience. Il avait un contentieux financier avec le PSG et il dit en gros... C'est une manipulation, voilà. C'est ce que ces avocats disent aujourd'hui. Ils émettent, eux, la thèse du complot, de la manipulation, certifiant que Mbappé est innocent. Ce qui se passe, c'est que Mbappé et le PSG, depuis qu'il est parti, et même avant, quand il n'a pas voulu prolonger, ça va mal. Et pour le clan Mbappé, le PSG a voulu altérer son image, nuire à son image, le tacler, donner des détails compromettants, etc. Voilà. Parmi ces détails, sort aujourd'hui une affaire d'avortement. Alors, c'est sorti notamment sur les réseaux sociaux. Le PSG protège ses joueurs. Il y a notamment quelqu'un qui est une sorte d'intendant qui est chargé de protéger les joueurs, les grands joueurs comme Messi, comme Mbappé. Cette personne-là aurait organisé pour Mbappé un séjour à l'hôpital américain de Neuilly. Et ce qui est révélé aujourd'hui, c'est que ce séjour aurait constitué en un avortement d'une jeune femme enceinte de Kylian Mbappé. Les deux ne voulaient pas garder l'enfant. Il n'y a pas eu de transfert d'argent. Il n'y a rien eu d'illégal donc à ce moment-là. Mais ce que reproche le clan Mbappé, c'est que ça sort aujourd'hui. Je suis d'accord avec eux. Exactement. Je suis d'accord avec le clan Mbappé. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Rien à voir. Et comme par hasard, ça sort aujourd'hui, ce qui semble accréditer la thèse d'informations qui sortent sur lui pour lui nuire et qui touchent à sa vie privée. C'est pas du tout le PSG. J'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il y a un faisceau, absolument. Donc il y a plein d'informations qui sortent aujourd'hui, comme si Mbappé avait perdu le fil, était moins protégé et que tout pouvait se dire aujourd'hui, alors que c'est resté secret pendant de longs mois. Vous avez des infos, Géraldine? C'est juste que cette histoire d'avortement qui serait avérée éventuellement, voilà. En fait, le clan Mbappé reproche au PSG d'avoir utilisé ce filon-là pendant une année pour menacer Mbappé de le sortir.
même si ça sort aujourd'hui, en lui disant en gros, tu veux pas prolonger, tu veux pas signer, ce qui va sortir sur ta vie privée, on va le sortir et on fera en sorte que ça se sache. En tout cas, c'est ce que pense le clan Mbappé. C'est des rumeurs, exactement. C'est ce que pense le clan Mbappé. Après, c'est parole contre parole. Mais ils ont... Voilà, l'intimidation et le harcèlement, ça fait partie de ça aussi dans le clan Mbappé. Voilà, moi je crois plus le PSG là-dessus, en tout cas. Voilà, et en tout cas, on va voir ce que risque Kylian Mbappé, en tout cas pour cette histoire en Suède. En tout cas, Kylian Mbappé a posté une story il y a 4 heures. Il dit on continue à travailler. Il s'entraîne à Madrid. À s'entraîner, et il n'a pas l'air d'être touché par cette affaire. Je pense, moi. Il doit être très touché. Voilà. Et quoi? Il doit être très touché. Il est touché, mais il n'a pas l'air inquiet. Exactement. Donc voilà, ça veut il est touché, bien entendu, mais il n'a pas l'air inquiet. Son avocate non plus. Voilà, donc, le Real le soutient pour le moment. Exactement. Moi, je vous le dis, je le redis. Regardez la vidéo de Mohamed Eni qu'il a postée. Je suis exactement dans la même lignée que Mohamed Eni. Voilà, et je pense que voilà, c'est cette histoire. Il faut quand même creuser, mais. Connaissant Kylian Mbappé, bien sûr, on croit toujours les victimes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette jeune fille, on ne sait pas du tout s'il est incriminé dedans ou pas. Mais en tout on cas, ne connaît pas son identité. Que cette jeune fille ait subi des agressions, ça, je ne le remets pas en cause. Mais que ce soit Kylian Mbappé, ça m'étonnerait grandement, connaissant le personnage et connaissant comme Kylian Mbappé fait attention à tout ce qu'il fait. On se retrouve demain, les chéris, tout de suite. Très beau. Là, c'est un événement sur C8. Regardez, sur Samuel Paty, avec la sœur de Samuel Paty. C'est un documentaire exceptionnel. À tout de suite.